Sur les réseaux sociaux, maintenant, les gens, ils veulent tout de suite. Instagram, louer une belle bagnole à Dubaï. Et après, tu vois, ils galèrent. Il y a plein de gens, ils gagnent des SMIC et ils ont le dernier iPhone. Ils vont direct chez Louis Vuitton, ils achètent un sac qui coûte le prix de leur paye. Tout ça pour justement paraître et appartenir à une classe sociale. Vouloir paraître à 30, 35 ans, 40, pardon, mais t'es un peu con. C'est bien d'avoir sa vision, d'avoir un plan, mais t'es sûr à 100% que ton plan il va pas se dérouler comme prévu. Il faut aussi un peu de conditionnement négatif. Peut-être que je vais passer par une période difficile, peut-être que ce projet va pas marcher, mais que je vais tirer telle leçon, peut-être que ça va me servir. Si tu veux prendre des risques, il y a forcément des choses qui vont se rater. On voulait un peu tout faire en même temps et on s'organisait pas au niveau du temps. Tous les entrepreneurs qu'on reçoit, avec qui j'échange, que je vois ou qu'on accompagne, rester focus, concentré sur ce qu'on maîtrise réellement et capitaliser sur nos zones de génie, c'est la clé. Ça peut t'anéantir. Il y a un moment donné, si t'as pas un déclic. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, je suis en bonne compagnie avec d'une part Axel, directeur commercial d'entrepreneurs.com. Heureux que tu sois là comme à chaque fois. Également. Et PJ. PJ, alors on n'a pas Alex avec nous, mais on a Axel, t'inquiète, ça va être sympa. C'est pour ça que tu l'as vu. Okay. Voilà. Bien joué. PJ, ça fait de nombreuses années, comme je te disais, que je vous suis sur YouTube avec Alex. Ça me fait super plaisir que tu sois ici. Il y a plein de choses à raconter sur toi, dans ton parcours, beaucoup de valeurs, je pense, qui va être délivrées, quelques déclics aussi qui vont pouvoir être partagés. Je te présente rapidement, comme j'ai l'habitude de le faire pour chacun de nos invités, Pierre-Jean Cabrière, PJ, coach sportif depuis 2010, plus particulièrement cofondateur de Bodytime, acteur majeur dans le monde du fitness francophone, cofondateur également du Panthéon Business Club, dont on parlait juste avant, un club privé d'entrepreneurs. Vous êtes également créateur de contenu avec Alex sur YouTube en particulier, où vous détenez plus d'1 million d'abonnés, fondateur de la marque Hades de vêtements, investisseur immobilier, investisseur également sur les marchés financiers et papa de 2 enfants. Ça fait beaucoup de casquettes que tu portes en simultané. On pourra revenir sur tout le parcours et dérouler, mais avant ça, qu'est-ce qui vous a fait plonger dans le monde de YouTube et la création de contenu ? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit tout le parcours, c'est normal, c'est à la mode de créer du contenu. À l'époque, vous étiez parmi les premiers acteurs justement à commencer à le faire. Ouais, je pense. Ouais. YouTube déjà, comme tu dis, je pense que maintenant pour tout le monde, ça a toujours existé. Mais en vrai, YouTube, ça arrive en 2006. Ça a été créé, je crois, en 2006, et la monétisation, ça va être 2010 ou 2011. Mais donc, je veux dire, non, il n'y a aucun moment quand on a commencé sur YouTube, on se disait ça va devenir un métier, il y aura le mot de YouTuber ou quoi. Mais on a commencé, je crois, en 2012 sur YouTube. Alors, il y avait déjà un peu les humoristes et un peu de make-up, on va dire, et gaming. On va dire, c'était les 3 disciplines un peu où voilà, il y avait déjà, ça faisait des vues, ça avait des abonnés, etc. Mais nous, on s'était plutôt dit, on faisait du coaching et on s'était dit, écoute, il y a peut-être un truc à faire, c'est que souvent, on faisait des petits programmes PDF aux gens, ou enfin à l'époque même Word, qu'on envoyait, par exemple, je te coach le lundi, je te dis, écoute, mercredi, tu vas me faire ça chez toi et vendredi, tu vas me faire ça. À l'époque, le coaching était aussi très différent de ce qu'on a maintenant. Donc, voilà, on faisait un petit peu comme ça. On s'est dit, on va faire des petites vidéos. Mais si tu vois là, tu vois le setup qui est ici, qui est incroyable. À l'époque, nous, c'était on posait un iPhone 4 à l'époque, tu vois, sur une chaise. Derrière, tu as le miroir, tu vois, des fois, il est calé avec des steps, il n'y avait pas de micro. On mettait rec, on se mettait devant, on faisait 12 minutes. Et tu sais, et juste moi, après, à iMovie, à l'époque, ceux qui connaissent sur Mac, vraiment le logiciel de montage le plus simple, je coupais le début, je coupais la fin, je mettais un logo le plus ringard possible au début, Bodytime. Et donc, on a commencé comme ça, et du coup, on disait, écoute, fais tel entraînement au client. Et puis bon, on se disait quand même, on n'a rien à perdre à le mettre sur YouTube en public. Il y a quand même, sur les pays étrangers, il y avait quand même des petites vidéos de sport. On se disait, ça peut toujours nous ramener des clients en plus et tout. Et assez vite, on se met à faire 300 vues par jour. Donc on se disait, putain, c'est un truc de fou quand même, tu sais, 300 vues, 300 personnes qui nous regardent. Pour nous, c'était beaucoup. Et donc on continue un petit peu comme ça. On fait, je crois, 75 entraînements et ça monte à 3000 vues par jour. Là, pour nous, on se disait, un truc de dingue. Ça nous a pas ramener beaucoup de clients, parce qu'après, il faut être dans la même zone, etc. Mais on se disait, putain, si c'est sur du long terme, ça va être intéressant. Et après, on avait arrêté parce qu'on avait refait 2-3 vidéos, mais c'est vrai qu'on se basait moins là-dessus pour trouver les nouveaux clients. Le coaching marchait bien de chacun de son côté. Donc, voilà, on va dire qu'on n'avait plus vraiment ce besoin. Et puis, on se dit, au bout de 6 mois, peut-être, c'est dommage. Ça devait être début 2000, peut-être fin 2013 ou mi-2013. C'est dommage, il y avait quelque chose à faire. Donc, du coup, on se dit, allez, viens, on se remet sur YouTube, on achète une caméra cette fois. Une semaine, Alex lève à Grenoble, une semaine, je lève à Lyon. On devait tourner 5 vidéos chacun dans la semaine, les monter. Et on sortait une vidéo par jour. Mais conseil basique, 3 minutes, 4 minutes de vidéo. Et on s'est dit, là, vraiment, on tente à fond, parce que si on trouve des clients dans toute la France,
bah là, il y aura quelque chose à faire, tu vois. Monter une boîte de coaching dans toute la France, prendre des gens et tout. Et en fait, et c'est là où je pense qu'on est tombé au bon moment, c'est que mi-2013, début 2014, YouTube, ça a explosé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur YouTube. C'est là aussi, on a d'autres qui sont venus, bah, comme Thibaut InShape, qui maintenant, je ne sais plus combien de millions, 23 ou 24 Ouais. millions d'abonnés. Enfin, des fois, le temps que tu sortes, il en sera à 30. Mais tu vois, donc c'est là où, en vrai, c'est là où ça a commencé vraiment à péter sur YouTube. Et du coup, entre guillemets, on a eu cette chance. Très vite, on a vu qu'on pouvait avoir des clients un peu de partout. Donc, on pouvait vendre des programmes à des gens à distance. Ça a grossi, machin. Et c'est là où petit à petit, on a arrêté le coaching et on s'est de plus en plus consacré à YouTube. Donc, vraiment, en gros, on sentait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, mais pas du tout dans l'objectif de devenir YouTubeur et gagner de l'argent grâce à des vues ou quoi, mais plus en se disant, voilà, ça peut nous ramener des clients, on pourra le monétiser derrière. Et nous, ça a toujours été le business model, c'est-à-dire qu'on ne vit pas de YouTube. Je veux dire, les vues YouTube et tout, on s'en fout un peu. Nous, c'est de la publicité gratuite, quoi, pour nous. C'est ce qui en découle de YouTube qui nous fait vivre. YouTube, en soi, on s'en fout. On fait pas des vues pour faire des vues, quoi. Complètement. Et on vous connaît du coup surtout pour la partie création de contenu. En tout cas, la plupart des gens vous voient sous cet angle-là. Mais avec tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure et même cette vision que tu exprimes, on ressent tout de suite l'état d'esprit entrepreneur. Cet état d'esprit entrepreneur, tu l'as tout de suite eu, vous l'avez tout de suite eu, ou à partir de quel moment vous avez eu cette vision? Bah, les parents d'Alex, eux, étaient entrepreneurs. Moi, c'est un peu différent. C'est que mes parents étaient salariés. Enfin, ma mère était mère au foyer ou salariée. Mais petit, je pense assez vite. Moi, je disais, je veux être riche. Moi, que ma mère, ça la faisait rire et tout. Mon père, il me disait, ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur. Enfin, mon père, il avait un peu une mauvaise vision de l'argent, tu vois. Et plus tard, d'ailleurs, c'est bien plus tard que j'ai compris, quand j'ai eu dans les 20, 22 ans, que j'ai dit à mon père, tu peux être riche et être quelqu'un de bien, comme tu peux être pauvre et être quelqu'un de très con, tu vois. Mais parce que lui, dans son enfance, avait eu une image un peu, même un cadre un peu familial, où quelqu'un avait gagné beaucoup d'argent et c'était devenu un égoïste un peu con, tu vois. Et donc, moi, quand j'étais petit, mon père, il me ralentissait un peu, tu vois. Mais ma mère, elle m'a redit, même à 7, 8 ans, tu sais, j'aurais une Ferrari, j'aurais ça, machin. Donc, moi, j'ai toujours voulu quand même bien gagner, mais sans que c'était pas la finalité, en fait, gagner de l'argent, c'était plus le côté réussir, entreprendre, réussir. Et dès que j'ai eu 17, 18 ans, que tu commences à bosser, tu fais 2, 3 jobs en intérim, je me suis dit, alors déjà, j'ai envie vraiment de bien gagner, c'est confirmé, et je veux vraiment pas bosser pour quelqu'un. Je me suis dit, ah, c'est mort, je pourrais pas. En fait, je me suis rendu compte que voilà, j'avais beaucoup de mal avec un lien de subordination, que ouais, j'aimais pas qu'on me donne des ordres. Mes parents, ils ont toujours été assez cool avec moi parce que je pense que voilà, j'ai pas fait des grandes conneries, j'étais pas un gangster. Et du coup, j'avais besoin de garder cette liberté. Donc du coup, voilà, j'ai tout de suite compris que pour moi, c'était vraiment indépendant. Et la preuve, c'est quand on est sorti de la fac, on s'est lancé avec Alex. Il y avait le statut d'auto-entrepreneur qui avait été créé genre en 2007, 2008, je sais pas, un truc dans ces eaux-là. Nous, on est sorti en 2010. Et tu vois, on me proposait dans des salles salariées à Lyon, dans des grosses salles, avec un salaire, on va dire, assuré, que moi, je sortais. On n'avait rien de garanti, tu vois. On se lançait un peu, je bossais quelques heures dans des salles. Mais je disais, je veux être indépendant. Si vous voulez me prendre, mais je vous facture à la fin du mois, mais je ne fais pas un statut salarié. Et au final, bah, j'ai bien fait. Ça s'est confirmé avec le temps, tu vois, que les gens, de plus en plus, ont voulu, les coachs, en tout cas, ont voulu garder ce statut indépendant. Mais j'ai plein de potes de l'époque qui sont mis en salarié. Mais le problème, c'est que 5 ans plus tard, tu as un peu cette même situation. Et c'est pas une critique, mais pour moi, ça me correspondait pas du tout. Là, j'ai pu. T'aurais sûrement pas fait YouTube si t'avais été salarié. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, moins de liberté. Tu vois, là, j'ai pu commencer dans une salle, même en coaching, prendre 1 ou 2 clients. Bon, au début, je te mens pas, tu acceptes tout le monde en client. Dès que tu commences à gagner ta vie correctement, et certains clients, voilà, que j'avais plus envie de faire parce que des fois, ils m'ont fait des réflexions que je trouvais abusées, Ouais. que ce soit racistes, des choses comme ça. Je disais, écoute, je préfère arrêter notre collaboration, enfin notre partenariat, on va dire. Mais voilà, c'est cette liberté en fait que j'aimais bien. Je préférais gagner moins d'argent. C'est sûr qu'au début, on a commencé, on gagnait 1000 balles, tu vois. Sur Lyon, j'avais vraiment un tout petit appart, machin, j'avais un studio. Mais pour moi, c'était cool. Et puis surtout, j'aimais cette liberté de se dire, ça peut être, ton potentiel, il est infini, tu vois. Je fais toutes les conneries que tu veux quand tu veux gagner beaucoup d'argent, tu vois. 2010-2011, sur Internet. Alors, tu fais du Forex. À l'époque, c'était un peu comme le copy trading maintenant. Voilà, je vais te donner des conseils, tu sais, le Forex. Je trouvais des jobs, tu sais, ils te disent de chez toi. Déjà à l'époque, tu vois, tu avais des trucs sur internet, tu pouvais trouver de chez toi 2 heures par jour avec un ordi, tu peux faire des sous.
Il m'a envoyé des questionnaires, mais en fait, c'était des jobs pour des financiers, questionnaires. J'ai vu 4 sur 100. Il m'a dit, mais non, mais vous êtes trop nuls, quoi. C'est rien compris. Ok. Moi, tu sais, ils me disent, vous êtes payé 15 € de l'heure de chez vous. Je me disais, magnifique, je fais coach. Et dès que je suis chez moi, je vais pouvoir faire des trucs en plus. Mais bon, j'ai jamais réussi à obtenir un job. Mais voilà, j'aimais en tout cas cette liberté. Ouais. Ouais. Et il y a un point que tu as également et que vous avez tous les deux avec Alex, c'est que vous êtes vraiment multi-projets. Vous avez la marque de vêtements, vous avez les coachings en ligne, vous avez la chaîne YouTube, vous avez aussi le Panthéon. Il y a peut-être même d'autres projets que vous avez Ouais, ou ouais. que vous avez eus, etc. Comment vous gérez justement tous ces projets en simultané? Comment vous gérez le stress lié à tous ces projets, la pression aussi? Parce qu'en plus, quand tu établis une certaine notoriété, tu as peut-être une certaine pression aussi. Tu te dis, faut que ça marche, faut pas qu'on déçoive la communauté. Est-ce que vous avez ce sentiment-là et comment vous le gérez? Alors, la pression, pas vraiment. Plus la pression, ce serait plus qu'on se met forcément un peu à nous-mêmes. Tu as envie d'être un homme bien, de mettre bien ta famille, tu vois? Comme on disait, j'ai 2 enfants. Moi, j'ai envie que plus tard, mes enfants, ils soient fiers. Je veux dire, s'ils voient quelque chose de moi à la télé, alors j'ai fait des trucs ridicules, on a été déguisés en femmes, voilà, on sait aussi, je pense, se moquer de nous-mêmes, mais j'ai envie quand même que, voilà, ils se disent d'une manière générale, mon père, enfin mes parents, ils ont une carrière, voilà, je peux être fier. Donc c'est plus une pression comme ça. Je ferai pas des choses, par exemple, où un peu indignes ou ce genre de choses. La pression, on va dire, parce que les gens te suivent, non. Sinon, on n'aurait jamais fait Ninja Warrior. Voilà, on l'a fait la première saison, on était les premiers. Moi, je pense que je suis le mec qui a duré le moins longtemps. J'ai fait 3 secondes, je suis tombé direct dans la piscine. La honte. Ils faisaient que nous dire en interview, «Pensez pas que vos abonnés vont être déçus et tout?» Je dis: «Alors, oui, déçus qu'on soit pas allé loin». Après, s'ils achètent des programmes parce que enfin, tu vois, ça a rien à voir. On vend des Ouais, programmes de bien sûr. remise en forme, tu me juges sur une plateforme où j'ai glissé, enfin bon, bref. Donc non et puis surtout, ça a été un gros coup, hein, je veux dire, maintenant on en rigole et tout, mais tu sais, on s'était senti des grosses merdes quand même, tu vois? Tu viens de En plus, on faisait les malins juste avant et tout, mais ça a fait du bien aussi et puis de toute façon, si tu veux prendre des risques, tu sais que forcément des fois tu vas te rater. On a plein de business aussi où on s'est raté, on en parlait en off, tu vois? Je sais que Mmh. toi aussi, enfin je veux dire c'est normal de voilà, si tu veux prendre des risques, tu sais qu'il y a forcément des choses qui vont se rater et du coup, non, c'est pas trop une grosse pression et pour gérer, on a vachement recadré parce que je pense qu'on gérait très mal. C'est-à-dire, on voulait un peu tout faire en même temps et on s'organisait pas au niveau du temps. C'est vachement recadré, beaucoup plus sur notre activité principale qui est quand même par rapport au programme, remise en forme et cetera et après ce qui en découle avec les sites, les choses ce genre de choses, mais on prend beaucoup moins de temps, notamment sur tout ce qui est textile, comme tu as dit, même la marque Hades et tout, on avait mis un peu en stand-by et après, on n'a pas par exemple, je sais qu'il y en a, ils aiment bien vendredi après-midi, je fais ça, là, nous, c'est un peu comme ça, voilà. Quand il y a besoin, on fait le truc. On fait on priorise, on va dire, ce qui est le plus important par rapport aux rentrées. Tu vois, comme là, nous, c'est septembre, on sait que septembre, janvier, juin, pour les programmes, c'est des grosses périodes. Les autres périodes, on va pouvoir un peu plus focus sur d'autres choses, comme le textile ou quoi et voilà et on s'est réparti indirectement le taf avec Alex où, petit à petit, en fait, il s'est mis à faire des choses, moi d'autres et du coup, après, ça fait, 3-4 ans maintenant qu'on gère comme ça aussi Mmh. où avant, on faisait un peu tout tous les 2 et maintenant, c'est un peu organisé comme ça et Vous avez une équipe aussi? ouais, bien sûr, on a des gens qui bossent avec nous. Donc, il Mmh. y en a à Maurice, à l'île Maurice, avec Alex, donc qui vit là-bas et en France aussi, ouais. OK. Comment vous avez structuré justement votre groupe, vos entreprises? Donc, bah, nous, on a la boîte aussi à l'île Maurice Ouais. maintenant et on a toujours la boîte en France. Donc, il y a des gens qui bossent en France avec nous, typiquement graphistes, enfin, toutes les mêmes, on va dire la partie communication et site internet. Il y a 2 webmasters qui moi, j'essaye un peu, on va dire, de superviser ces parties-là. Et Alex à l'île Maurice avec aussi tout ce qui est la gestion client, ce genre de choses, aussi un peu de graphisme et c'est plus lui du coup qui gère aussi cette partie et la partie YouTube avec le gars par contre qui est en France, mais voilà, OK. c'est plus lui qui va gérer ça et on était beaucoup plus. Non, mais on avait une équipe plus grosse. Pendant un temps, on va dire il y a 4-5 ans, l'objectif c'est d'embaucher le plus, grossir le plus vite possible. Là, l'objectif c'est de plus jamais embaucher quelqu'un. Tu vois? OK, Je veux OK. dire, on a une bonne équipe qui tourne bien. J'exagère, tu vois? C'est bien sûr que si demain il y a besoin, on recrutera, mais avant c'était voilà, dès que ça grossissait, faut qu'on en fait, maintenant on essaie d'automatiser au max. Je pense qu'il y a tellement de choses que tu peux faire, même l'IA a apporté tellement de nouvelles choses que tu as plus besoin, on va dire, forcément un humain derrière
Et du coup, là, on se rend compte qu'on a la chance, qu'on a une bonne équipe, ça tourne très bien. Quand il y a besoin, en fait, on fait appel à des prestataires externes. Toute la partie marketing, communication, on prend des boîtes externes aussi. Enfin, moi, je fais une partie, après, on prend des boîtes externes parce que on voulait tout faire en interne, embaucher, c'était que des problèmes Hmm. pour rien. On avait plusieurs personnes qui géraient l'envoi des colis, c'était des problèmes pour rien. Enfin, tu vois. Puis c'est les grosses charges après, Ouais, mine de bah rien. déjà, ouais. Et puis, on va dire le plus dur pour moi dans une entreprise, c'est gérer l'humain. Ouais. Gérer les humeurs, gérer, les embrouilles, que je veux dire, enfin, tu vas dire: «Mais attends, mais vous embrouillez pour ça?» Enfin, je pense que de base, par exemple avec Alex, ça surprend des fois les gens, mais on s'est jamais embrouillé. Je veux dire, ça fait, maintenant 15 ans, mais je peux pas te raconter une anecdote où on s'est embrouillé pour le business ou enfin même dans la vraie vie parce qu'on est amis, mais je veux dire, parce qu'on a la même vision, on veut juste que ça réussisse. Des fois, s'il a une idée, je sens il est persuadé de son idée, bah, je veux dire: «Vas-y, on y va». Il a l'air persuadé, c'est qu'il et je sais que le but, c'est que ça marche, enfin, tu vois? Il aurait pas une idée et pareil, lui, dans l'autre sens, donc voilà et puis, par contre, si ça marche pas, je vais pas te dire: «Putain, Alex, tu sais, foiré, c'est quoi cette idée de merde?» ou tu vois? Ouais. Parce que moi aussi, j'ai eu des idées, des fois, toutes pétées, tu vois? Donc et ça a pas marché, donc tu acceptes et puis quand c'est une très bonne idée, bah, tout le monde est content, tu vois? Mais du coup, tu sais, dans l'équipe, nous, on aime bien et c'est pour ça que je dis on a de la chance là, c'est que ça se passe bien. Il y a pas de sous-entendu, de on dit, de machin. Si quelque chose à dire, je te le dis. Tu sais, Ouais. c'est pas je vais pas aller dire à Alec: «Ah putain, Axel, il me saoule, machin». Là, je te le dis et comme ça, c'est fait, on passe à autre chose. Si vraiment ça va pas, on va arrêter de bosser ensemble, mais c'est tout. Et en fait, il y avait que des trucs comme ça, OK. Hmm. tu vois? Et surtout chez les filles, hein, c'est con à dire, mais on bossait plusieurs filles, tu vois? On avait 5 6 filles pendant un temps. Notamment pour moi, tout ce qui est la relation client, je trouve que c'est plus intéressant que ce soit une fille. Tu reçois un mail, c'est un prénom de fille, ça passe mieux au téléphone, c'est une fille par rapport à un gars, je pense que ça passe un peu mieux aussi. Et en fait, ouais, on avait plus de problèmes, du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup externalisé comme ça, c'est beaucoup moins chiant pour nous. Complètement. Vous, en plus, la clientèle sur votre business, c'est quoi? C'est majoritairement des hommes, des femmes? Parce que là, tu parlais justement pour la customer care un peu, enfin, Ouais, c'est les femmes, mais c'est qui vos je clients? dirais c'est 3/4 hommes, un quart femmes. OK. En fait, on a beaucoup moins de followers, on va dire c'est même 80-20 sur YouTube, la partie followers. Et la vente de programmes, on serait peut-être même, tu vois, à 65, 35. En fait, ça dépend des périodes. En salle, quand on a sorti les programmes en salle, c'est beaucoup plus hommes que femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de femmes qui vont en Mmh. salle, qui achètent un programme. Par contre, quand on sort les programmes à domicile, ce qu'on a fait là en février, on est à 60-40, tu vois, au niveau des ventes. Parce que même si on est moins suivi par les femmes achètent beaucoup plus facilement, pour le côté, physique, bien-être, beauté et tout. Une femme, mettre 100 balles dans du maquillage, chez le coiffeur, c'est normal. Un homme, c'est autre chose, tu vois? Tu vois, chez Hmm. le Mmh. coiffeur, c'est beaucoup moins cher. Théoriquement, tu te maquilles pas trop, enfin, tu vois? Donc du coup, tu vends beaucoup plus facilement aux femmes. Mais forcément, on est aussi un peu moins suivi, on a moins le physique qui donne envie à une femme. Ouais, Donc on prend des égéries et tout, mais c'est quand même pas pareil. Complètement. OK. On parlait d'équipe, il y a un sujet également, c'est qu'avec Alex, depuis le début, vous faites un superbe duo. Comme tu dis, depuis 15 ans, vous vous êtes pas embrouillés, que ce soit pro ou Ouais, c'est perso. vrai, c'est vrai. C'est fou. Et c'est vrai que c'est assez, c'est exceptionnel, c'est superbe. Un vrai sujet pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui se posent souvent la question, c'est le fait de s'associer. Trouver un associé avec lequel, d'une part, on s'entend bien, durablement, et qui plus est, on est complémentaires. Est-ce qu'au travers de votre parcours, à Alex et toi, vous avez identifié des éléments qui font que cette complémentarité et cette, on va dire, alchimie est omniprésente dans votre relation, qui pourrait aider ceux qui nous écoutent? C'est dur parce que, nous on a d'autres amis, on a des amis en commun avec Alex et puis, moi des amis de mon côté et lui aussi, des amis d'enfance ou quoi et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de personnes avec qui je me serais vu comme ça créer un business. Surtout que on est à 50-50, c'est-à-dire qu'on est en SARL, il y a pas de majoritaire. Ça veut dire que demain, il y en a un sur les 2 qui est pas d'accord sur une décision, ça bloque. Parce qu'il faut avoir 51 pour qu'une décision Bien sûr. soit approuvée et que nous, du coup, on peut pas avoir 51. Donc c'est vrai que, par exemple, même quand on a créé ça, l'expert comptable nous a dit: «Attention, 50-50, c'est risqué» et cetera et nous, on était assez sûrs et je pense que assez vite, en fait, on avait senti, c'est-à-dire on bossait chacun dans du coaching et voilà, on déjeunait, souvent le midi entre des coachings et tout ensemble et puis c'est vrai on parlait un petit peu, on partait un peu du même point, tu vois? Où on s'était dit: «Bon, bah, écoute, voilà, on n'a pas forcément de sous, mais on a envie d'entreprendre tous les 2 et ça a duré comme ça pendant peut-être 2-3 mois donc j'avais senti qu'il avait une bonne vision. Je voyais comment il se comportait en tant qu'homme, avec sa famille, avec sa copine, voilà et je me disais: «Ça pourrait marcher» mais c'est vrai que tu peux pas être sûr. Mmh. Je veux dire, c'était possible qu'au bout d'1 an, 2 ans, il y a aussi d'autres personnes des fois avec qui on s'est associé et ça a pas forcément marché, tu vois? Alors que sur le papier, on aurait pu y croire, tu vois?
ou des amis qui sont associés entre eux et ça n'a pas marché. Et après, voilà, sur du moyen terme, on va dire, on s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu d'embrouille, que ça marchait bien. Et maintenant, on ne se pose pas de questions. Et puis, comme je te dis, après, je pense que c'est aussi chacun réparti. Lui, comme moi, on déteste recevoir un ordre. Donc, je veux dire, il ne me serait jamais permis de lui dire, tu vois, avec un ton un peu, tu vois, de subordination, tu sais, putain, Alex, t'as pas fait ça ou quoi. Comme lui, il se permettrait pas, parce que ça, je pense que je dirais que la société, elle explose. Ok. Et d'ailleurs, on en rigolait, tu vois, parce qu'au tout début, on voulait tellement pas. Quand on se demandait un truc, on signait SVTC, sans vouloir te commander. Tu vois, pas SVP, Énorme. tu vois, mais sans vouloir te commander, est-ce que tu pourrais faire, s'il te plaît? Ok. Parce qu'on rigolait, tu sais, des fois, même, tu bosses avec des gens, ils envoient des vocaux, quoi. Tu sais, on rigole, on se dit, il veut quoi, lui? Tu sais, il a cru par là. Parce que nous, par contre, on se permet pas non plus de le faire. Ouais. Même les gens avec qui on bosse, tu vois, des prestataires ou quoi, on fait attention. Déjà, un prestataire, il n'est pas obligé, tu lui demandes s'il serait intéressé par la prestation, il n'est pas obligé d'accepter, même si tu bosses avec lui depuis 5 ans. Et puis, on fait attention par rapport à ça, parce que, ouais, moi, ça m'énerve assez vite, tu vois. Donc, Ça va être notre nouveau truc, SVTC. SVTC. Je pense que j'en aurais besoin, parfois. Je garantis. Au fur et à mesure de la vie, mais aussi des épreuves et finalement de l'évolution de chacun, mais aussi entrepreneuriale, notre vision de l'entrepreneuriat, notre vision du business évolue assez radicalement. Est-ce que dans ton cas, tu as vu également cette évolution, typiquement des croyances que tu avais sur l'entrepreneuriat lorsque vous êtes lancé, soit sur YouTube et autres, par rapport à aujourd'hui l'homme que tu es devenu avec l'expérience que tu as? Il y a des croyances, là, des leçons que tu as pu accumuler, acquérir, que tu aurais envie de partager? ouais. Alors déjà, j'y voyais beaucoup plus facile que ce que ça l'est au final. Ouais. C'est-à-dire, tu te dis, tu te lances, on va faire ça l'année prochaine, on aura tant, on va faire tant de chiffre d'affaires, voilà. Mais en fait, tu visualises très rarement les problèmes que tu peux rencontrer. D'ailleurs, nous, c'est un truc un peu qu'on dit aux clients. C'est bien la visualisation positive, c'est bien de se voir sur du moyen, enfin court, moyen, long terme, etc. Mais ce qu'on leur explique un peu, faut aussi un peu de conditionnement négatif. Imagine quand même les problèmes que tu peux et imagine-toi les surmonter parce que sinon, le jour où tu as le moindre problème, en fait, ça peut t'anéantir et c'est la même chose chez les sportifs. Voilà, enfin, on prend souvent l'exemple. Putain, je dis ça, on prend souvent l'exemple, j'ai oublié son nom, celui qui a perdu contre McGregor, le Brésilien. Tu sais, au MMA, Ah, le Brésilien? ouais, qui était au MMA, bref, putain, j'ai perdu son nom. Ah, j'ai pas son nom. Bref, c'était un grand Le champion. grand combattant des MMA, quoi. Ouais, voilà, mais c'est comme ça que McGregor, il a pris le titre. Ok. Ah, ouais, bref. Et donc, en fait, parce que ce mec-là, il avait jamais perdu. C'était vraiment un tueur. Et en fait, il perd contre McGregor, médiatisé. Il perd au bout de quelques secondes. Il prend un crochet et tombe. Donc, c'était vraiment horrible pour lui. Sauf qu'en fait, il s'était tellement jamais préparé, je pense, à surmonter une défaite qu'en fait, après, sa carrière anéantie. Là, Ah bah ouais. il a enchaîné des défaites et tout, alors qu'il était toujours beaucoup plus fort. Mais mentalement, il a pas su rebondir, ce mec. Et putain, j'arriverai pas à me retrouver son nom. Et On le retrouvera en mettant Ouais, en on message. le mettra. tu sais, ouais, bon, bref, c'est horrible quand ça fait ça. Et du coup, nous, ce qu'on dit, voilà, forcément, tu veux entreprendre, c'est bien d'avoir sa vision, d'avoir un plan, Ouais. mais tu es sûr à 100% que ton plan, il va pas se dérouler comme prévu. Donc, prévois peut-être des imprévus. Tu pourras jamais prévoir tous les imprévus, mais juste, je trouve que se conditionner un peu à s'imaginer surmonter un imprévu, OK, peut-être que je vais passer par une période difficile, peut-être que ce projet va pas marcher, mais que je vais tirer telle leçon, peut-être que ça va me servir. Et nous, avec du recul, ça a été un peu ça. On a commencé, tu vois, pour te faire un peu le parcours, on faisait du coaching. En fait, on bossait pour une boîte de coaching de luxe. Alex, il venait de Grenoble. On était à 30 minutes de Lyon. Donc déjà, moi, je mettais 30-40 minutes pour y aller. Lui, il mettait 1 heure et demie. On allait faire du coaching, mais on gagnait rien. Tu payes les trajets. Des fois, on passait la journée au golf à espérer qu'un client, tu vois. Ouais. Et donc, on mangeait un peu ensemble. C'était vraiment au tout début. Et on se dit, il faut qu'on monte un truc tous les deux, tu vois. C'est bien, mais là, on bosse pour quelqu'un d'autre. Ça marche pas spécialement pour nous. Donc, de son côté, chacun, on développait aussi le coaching, mais on se dit, viens, on monte un truc. Et on fait des constats, en fait, on n'a pas d'argent, on n'aura pas d'aide. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans le sport. Et on se dit, on va faire d'urban training. C'était un courant un peu aux États-Unis, c'est faire du sport dans les parcs urbains. On ne peut pas créer de société parce que vraiment, on démarrait, comme je dis, on gagnait 1 100 balles, tu vois. Chacun, tu sais, ça te fait survivre, quoi, mais tu peux Ouais. pas même mettre 2 000 € dans une société, on ne pouvait pas. Donc, on va faire une asso. Bon, on avait compris que tu peux pas te payer quand tu es président et trésorier d'une asso, donc on met à l'époque nos copines. Et nous, on se met en coach dedans. Et donc, on a monté une asso comme ça. C'était le premier truc. Et on s'était dit, si ça marche, on pourra le passer plus tard en société, ce qui a été le cas. Donc, on a dû le créer en 2011. Et tu vois, on a dû passer en société en 2013. Donc, 2 ans plus tard,
on l'a intégré en société. Mais en parallèle aussi, on s'était dit, bah, la Zumba, ça a explosé. On va faire des conventions Zumba. Mais du coup, on ne donnait pas nous les cours, on organisait avec des profs. On a fait une première, on fait 300 de bénéf, on fait une deuxième, 450, 600. On monte et là, on arrive à avoir un bout d'un an un gymnase à Grenoble. On organise un gros truc, 150 personnes, scène, percussion, DJ, machin. Parce qu'en fait, il y avait tellement de coûts à payer. La mairie, en plus, ils nous ont un peu arnaqués, on va dire. Ils nous aimaient pas trop. Et en fait, on se retrouve, on a perdu tout ce qu'on avait mis. Et avec Alex, je me souviens, donc c'est le dimanche soir, parce qu'on faisait toujours ça le dimanche. Je dis, en fait, je suis un peu content. C'est que c'est notre premier vrai échec. Et tout le monde dit, pour réussir, il faut passer par des échecs. Et je dis, bah, au moins, on a vécu un échec, on ne refera plus de convention Zumba, c'était nul. On s'est raté, mais au moins, maintenant, on va pouvoir faire autre chose. Et tu vois, t'as raté une fois, c'est bon, on va pouvoir y réussir. Et juste pour dire, voilà, c'est qu'au début, on était parti, c'était le club de sport en extérieur. Un an après, on avait un peu de Zumba, on avait lancé un peu YouTube. On ne savait pas forcément ce qui allait marcher, mais en tout cas, on s'est dit, ça ne coûte rien de tenter. Je pense que bien sûr, tu es obligé de bosser beaucoup en termes d'heures. Bosser intelligemment le plus possible. Après, comme je dis, on fait des erreurs. Le truc de Zumba, par exemple, c'est une erreur. Le club de sport, quand on l'a lancé en société, ça a duré, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Et après, on a délégué un peu, on a mis d'autres coachs. Tu vois, on a arrêté aussi ce club de sport. Pourtant, on y croyait, mais ça valait plus le coup pour nous d'investir sur YouTube, sur les vidéos, sur les programmes, que d'investir trop de temps là-dessus. Même si je pense que l'idée, elle était bonne. Et on en était sur 3 villes à la fin, Grenoble, Lyon et Rouen. Et le truc Zumba, on a arrêté. Enfin, tu vois, en gros, vraiment, ce que je voulais en venir, c'est que du début, c'est très dur, même si tu fais un plan précis, de le respecter à la lettre. Par contre, bah, tu sais, il y a plein d'adages un peu cons, viser les étoiles au pire, ou viser la lune, Ouais, tu vises t'atterris la dans les lune et étoiles, un Ouais. truc comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, voilà, pour moi, c'est plus ton mindset fera que tu iras assez loin. Euh, on avait un truc, tu vois, avoir une Ferrari avant 30 ans avec Alex. Je peux le dire, je pense maintenant, c'est plus le cas, mais c'était même notre mot de passe, tu vois, sur certains sites. Et tout. Ok. Je le dis maintenant parce qu'il y a encore un an ou deux, on l'utilisait encore ce mot de passe sur un ou deux. Accéder à la chaîne YouTube avec, avec ce mot de Putain, passe. t'imagines? Non, ouais, on l'utilise plus. Je suis bien trop vieux maintenant, tu vois. Et Donc, tu l'as eu la Ferrari à 30 ans ou pas? non, je l'ai pas eu, pas du tout. Ok. J'avais même pas eu de Porsche. Et tu vois, c'est là aussi où ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas du tout. On gagnait bien notre vie, tu vois. Et surtout, parce que tu sais, moi, quand j'avais 22, 23 ans, si tu m'avais dit, tu as 200 000 euros maintenant, tu fais quoi? J'achète une Ferrari. Ouais, Tu sais, ouais. les débiles. Et quand on a commencé à avoir 28, 29 ans, mais pas du tout. ouais. Enfin, tu vois, J'achète un appart ou... j'achèterais une Ferrari quand vraiment, je veux dire, tu sais, et pourtant, Ouais. je kiffe les voitures. Ferrari, encore au-dessus pour moi de Lambo, tu vois. Mais voilà, c'est mon rêve de gosse. Mais je veux pas l'acheter en me disant, tu sais, c'est un des premiers. Non, je l'achète au jour où vraiment 200 000 balles. Je vais pas dire que je m'en fous parce que ça reste quand même une très grosse somme. Faut avoir conscience de l'argent, mais Non, mais l'à côté, il est sécurisé. mais que voilà, qu'en Ouais. fait, je m'en fous. Tu mets pas une Ferrari à 200 000 balles dans une maison à 1 million et demi. Ouais. Tu vois. Si ta Ferrari, elle fait plus de 5% de ta maison, t'as un trou du cul, tu vois. Ouais. Enfin, à mes yeux, à l'heure actuelle, et quand j'ai commencé à reprendre, qu'à 22 ans, je pouvais vivre en appart à Lyon, j'avais 200 000, j'aurais une Ferrari garée en bas de l'appart. Ce qui est complètement ridicule, tu vois. Ok. Mais c'est pour dire, on a complètement raté cet objectif-là. Mais je veux dire, avec grand plaisir, tu vois, je l'ai raté. Enfin, c'est pas grave. Je suis beaucoup plus loin d'un côté qu'avant, beaucoup moins loin que ce que j'aurais pu espérer. Et ce qui est peut-être une bonne chose pour moi, parce que je pense que si j'avais fait beaucoup d'argent trop jeune, j'aurais peut-être fait n'importe quoi, tu vois. On n'avait pas l'éducation financière que les jeunes maintenant ils peuvent avoir sur YouTube, sur les différents réseaux, sur les groupes privés. Enfin, Et du coup, je pense que, ouais, clairement, moi, j'aurais fait n'importe quoi. Un peu type comme les footballeurs, ils font un peu n'importe quoi à l'époque. Et ça rejoint un point que je voulais te demander justement, parce que donc toi, avec Alex, fac de sport, c'est Ouais. ça, hein, donc Ouais. pas d'études entrepreneuriales ou autres. Mais pour autant, bah, en fait, toute votre carrière, elle est faite que sur construire des business. Comment vous avez été chercher toutes ces compétences? Hormis, bien sûr, je pense, apprendre sur le tas, mais est-ce que vous avez été, je sais pas, vous former par les bouquins, par des formations, par Ouais, des bien coachs? sûr. Enfin, comment ça s'est un peu passé Bien pour sûr. vous? Déjà, nous, on a ce métier-là. En fait, moi, j'ai fait licence TAPS, 3 ans. Au début, je voulais être prof de PS. Ok. Vraiment, moi, sortie de bac, c'est ce que je voulais faire. Et en deuxième année, donc, je me rends compte qu'en fait, ça me plaît pas. Je fais un stage. Moi, je fais du basket à la base. Je fais un stage. Et c'est basket. Je me dis, ah, génial. En fait, c'est nul. Je me rends compte, les élèves, ils aiment pas le sport. C'est 2 heures par semaine. Moi, j'avais les valeurs éduquées par le sport. Quand tu les vois 2 heures par semaine et une semaine sur 3, il manque des élèves et tout. Je m'étais dit, c'est pas pour moi. Donc, je savais pas quoi faire. J'ai fait une 3e année.
Mais voilà, je m'étais dit, écoute, je la valide au cas où, mais vraiment, c'était pas. Et après, je me suis orienté sur le DOS métier de la forme où j'ai rencontré Alex. Et dans le DOS métier de la forme, tu as une petite partie marketing, compta. En fait, c'est gestion de salle de sport. Parce qu'à la base, lui comme moi, tu vois, là-dedans, c'était pour ouvrir une salle de sport à l'époque. Tu vois. Il n'y avait pas de YouTube. Enfin, ouais, c'était vraiment, on voulait ouvrir une salle de sport. Et c'est en sortant, enfin, c'est même pendant 2008-2010 que on a vu l'évolution. Il y avait le statut d'auto-entreprise, que voilà. Puis pour ouvrir une salle de sport, il fallait des fonds. Enfin, tu vois. Et donc, on avait quand même une petite partie. Et puis après, surtout, je trouve, tu es obligé. C'est comme si tu veux être sur YouTube, tu commences, surtout à l'époque. Maintenant, des fois, les gens ils prennent direct des équipes, mais tu commences, bah, tu dois savoir un minimum manier ta caméra, faire tes montages, gérer YouTube, gérer tes réseaux sociaux. Enfin, tu vois, Ouais, t'es au four et au moulin au début. tu es obligé. Il y a des gens, je veux dire, ils commencent. Alors, il y a deux choses. Ceux vraiment qui commencent, c'est tu as un budget et qui se disent, du départ, je construis une vraie équipe et je fais un truc très quali, très carré. On va dire, si tu as un budget, pourquoi pas. Mais t'en as, ils ont pas trop de sous. Typiquement, on en parlait un peu en off, mais je vois des rappeurs ou quoi qui font juste des sons et ils font des clips à 500 balles. Et gros, déjà, mets des sons sur YouTube, on s'en fout, mais mets une photo. Si le son il est bon, ça va cartonner. Qui mettent 500 balles, et en fait, ils se ruinent pour du paraître, pour des trucs. Je trouve un peu absurde, tu vois. Ils montent pas eux, ils font monter à des mecs, ils font faire tourner des clips. Gros, pose ton téléphone, fais ton son, fais ton freestyle. Si le son il est bon, tu perceras. Et la preuve, c'est que la plupart des gens qui ont percé dans la musique, souvent, c'était, tu vois, ils ont été découverts comme ça. Et donc, je trouve que, voilà, nous, t'es un peu obligé. Tu te lances sur YouTube, t'es obligé un peu de faire comme ça. Tu veux te déclarer en auto-entreprise, tu sais, bah, tu tapes. Enfin, ce que je dis aux gens, mais tu sais, Google, c'est ton meilleur ami. Google, YouTube, maintenant, ChatGPT ou les choses comme ça. Tu sais pas faire quelque chose. Tape, renseigne-toi, tu peux tout apprendre. Je veux dire, tu veux demain être coach sportif, tu peux être meilleur que 99,9% des coachs sportifs sur YouTube, en regardant que des vidéos YouTube. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Vraiment, YouTube, déjà, ça a révolutionné, ça a facilité l'accès, Google d'une manière générale. Et, euh, et du coup, voilà, forcément, tu es obligé un peu de te renseigner comme ça, mais je trouve que tu peux tout apprendre. Nous, je te dis, il y a des gens, même quand on fait appel à des prestataires, ils n'étaient pas encore en auto-entreprise. Ah, mais comment je fais? On est obligé de les accompagner. Tu vois, il y a un moment donné, tu sais, faut aussi être un minimum débrouillard. Enfin, je me disais, putain, on va pas aller très loin dans la collaboration, parce que ça m'énerve déjà. Parce que, voilà, tape sur Google, déclaration auto-entreprise, prends pas le premier site qui te fait payer 500 euros, regarde ce qui est gratuit, parce qu'il y a toujours des arnaques, enfin, tu sais. Et du coup, ouais, voilà, petit à petit, donc après, tu te crées en société. Si tu veux investir quelque part, bah, tu es obligé un petit peu de regarder comment ça se passe. On s'était associé avec une boîte en Allemagne pour les premiers programmes. Bah, voilà, du coup, tu fais appel à un avocat. On a eu la chance de rencontrer une avocate qu'on a toujours d'ailleurs sur Paris qui est top. Et du coup, bah, petit à petit, après, tu fais des erreurs, mais tu apprends un peu comme ça. Tu vois. L'investissement, c'est pareil. Tu vois, comme on disait, je parlais, ouais, je veux une Ferrari, mais au final, dès que j'ai pu, à 24 ans, le premier truc, j'ai acheté mon appart. Je me suis dit, tu sais, déjà, je veux un appart, mais t'es dit, investir le plus tôt possible. Voilà, tout ça, aller voir les banques, les saouler, elles me disaient, non, c'est pas possible, vous voulez un apport, ok, combien vous voulez en apport? Elle me dit, ok, bah, je vais faire un crédit à la conso, je vais te donner l'apport, comme ça, tu vas me faire le crédit. Et voilà, mais très vite, en fait, je me dis, il faut que j'investisse toujours dans cet objectif de bien vivre, mais aussi sécuriser quand même l'avenir. Essayer d'avoir une balance un peu comme ça. Complètement. Je reviens sur le début du parcours où tu disais entre 2011 et 2013, vous charbonnez, vous avez ce statut d'association avant de pouvoir créer l'entreprise, c'est ça? Ouais. Du coup, ça dénote que pendant 2 ans, vous travaillez tous les jours, vous vous donnez les moyens de vos ambitions, mais du coup, vous ne faites encore pas suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir créer cette entreprise. C'est quoi l'élément qui vous motive? C'est quoi cette petite flamme qui fait que vous tenez le coup? Parce qu'aujourd'hui, on le voit notamment avec Instagram, les réseaux, tout a l'air rapide, facile. Tout à l'air. Tout a l'air, justement. Ça ne l'est pas, on le sait. Mais du coup, beaucoup de gens, malheureusement, qui ont plein de potentiel, plein de talent, vont abandonner très rapidement ou sauter d'un projet à l'autre pour ne jamais aboutir à quelque chose. Or là, vous n'aviez pas forcément un cadre de référence de succès, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais C'est vrai. pourtant, pendant 2 ans, vous êtes acharnés puis vous vous donnez les moyens. Alors, on gagnait notre vie. En fait, on était tous les deux en statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Donc, on gagnait quand même notre vie. Mais comme je te dis, ça a été à la fois lent et à la fois rapide. C'est que quand on s'est lancé un peu dans les salles, après, on a quand même vite trouvé des heures. Donc, on a quand même vite fait, on va dire, un salaire correct de 2000. Donc, en auto-entreprise, tu démarres, voilà, c'est correct. Et après, le coaching a aussi assez vite bien marché. Sachant qu'à l'époque, tu n'avais pas besoin de faire beaucoup d'heures parce qu'on facturait très cher l'heure. C'est-à-dire,
tout de suite, en fait, on a tapé les chefs d'entreprise. En fait, je sais pas si ça existe encore Viadeo, c'est un peu comme Ah ouais, LinkedIn. bien sûr. À l'époque, en fait, on se lance comme ça. Et moi, je me dis, sur Lyon, je veux toucher le coaching. Au grand minimum, c'était 60 € de l'heure. Et dès qu'il y avait un déplacement, tu montais vite à 80, 90. Il y en a, je facturais 120 €, tu vois. Donc, je veux dire, surtout à l'époque, c'est vraiment pas monsieur tout le monde qui se faisait coacher. Donc, je dis, je veux les chefs d'entreprise. Je ne sais même pas s'il y a de la pub Facebook à l'époque, mais je me dis, le seul moyen, c'est les réseaux. Donc, LinkedIn, Viadeo. Tapais chef d'entreprise Lyon. À l'époque, tu as un truc de recherche. Et j'envoyais un message à tout le monde. Salut, machin, première séance offerte, première séance offerte. Alex fait pareil à Grenoble. Viadeo, petit à petit, il me bloque. Dire, le premier jour, tu peux envoyer 100 messages, le deuxième, 99. À la fin, je pouvais plus. Donc, j'arrête de payer. Mais en fait, ça m'a trouvé 3-4 clients comme ça. Et tout le temps, c'est un conseil nous qu'on donnait. Si je veux dire, si tu es sûr de ton service, offre la séance. On faisait que 20 minutes, 25 minutes et 25 minutes de vente derrière. Donc, comme tu disais, ça voulait aussi, tu étais obligé un peu de te former à la vente. Qu'est-ce qui marche? Bah, nous, on s'est rendu compte, c'est que, voilà, parce que aussi d'autres coachs le faisaient, on n'a rien inventé non plus, mais juste avant la fin de la séance, un petit feu d'artifice où pendant 1 minute, je t'arrache, je te fais faire des pompes, des burpees, je t'arrache, je te gueule dessus, tu t'allonges, je te lève juste les pieds, tu sais, où tu fais un peu redescendre le sang, machin de sensation. Alors, ça va, Axel, c'est bien, ça t'a plu la séance? Oui, tu as un peu l'impression de t'enfoncer. Même le sol, c'est le meilleur matelas de ta vie, t'es trop bien. Ça va, t'aimerais qu'on continue du coup ensemble et tout? Là, t'es pété d'hormones, d'endorphines et tout. Tu me dis ouais. Et bah, tu vois, ce oui après fait que via la psychologie, tu auras quand même beaucoup plus de chances que quand tu vas repasser debout, que je vais te sortir le papier pour signer et me donner l'argent, bah voilà. Ok. Tu auras un peu plus, enfin, théoriquement. Tu vois, ça, c'est des trucs aussi qu'on a, comme tu disais, formé, j'avais lu dans un livre, tu vois, comment un peu. C'est pas de la manipulation, mais comment persuader quelqu'un. Tu te rends Ouais. compte que quelqu'un il est cohérent, tu demandes une petite chose, si après tu demandes quelque chose de plus gros, il aura plus tendance à dire oui. Donc là, si tu m'as dit oui quand tu es allongé, donc bien sûr qu'on s'était formé un peu à ça, on faisait 20 minutes de vente et nous, quasi, allez, 90% des gens à qui on faisait une séance offerte ont signé derrière. Et pourtant, comme je dis, c'était cher, mais on avait su cibler. Et du coup, vu qu'on a eu assez vite du coaching, on a quand même fait assez vite des bons salaires. Je veux dire, on pouvait quand même, en auto-entreprise, assez bien gagner. On déclarait pas forcément tout. Je m'en fous, ils peuvent plus revenir dessus maintenant. Mais du coup, voilà, on gagnait assez bien et on avait le club en parallèle, l'asso, où là, on se payait pas du tout pendant 2 ans. Et juste, l'argent, en fait, ça nous a permis d'investir, d'acheter un petit peu de matos. Et 2013, tous les deux, on s'est dit, OK, maintenant, on passe en société parce que avec les auto-entreprises, c'était intéressant. Et on rentre du coup l'activité aussi de l'asso dedans. Ok. Et là, l'asso, ça a pu grossir. On a fait d'autres villes. On s'est rendu compte aussi, mais pareil, on faisait beaucoup de cours gratuits, beaucoup de cours découvertes, etc. Et le coaching, le problème, c'est quand on est passé en société, là, ça devient tout de suite beaucoup moins intéressant. Tu gagnes beaucoup moins d'argent. Donc là, on a quasi divisé par 2, tu vois, nos salaires. Parce que forcément, SARL, tu as beaucoup plus de charges et tout qu'en auto-entreprise. Des fois, les coachings, ils nous payaient en espèces. Donc, quand tu es en auto-entreprise, on s'arrangeait comme ça. Que quand on est passé en société, on a évité, on voulait tout déclarer, en fait, pour faire grossir le plus vite possible aussi le chiffre d'affaires, être un Avoir peu un bon rassuré. bilan. C'est ça. Je crois les 9 premiers mois, un truc comme ça, on fait 80 000, tu vois, de chiffre d'affaires à 2. On se dit, voilà, tu sais, maintenant, il faut que l'année d'après, on a fait 250. On s'est dit, maintenant, on déclare vraiment tout, tu vois, on fait un truc carré, que la société marche bien. Donc, si tu veux, ça a été lent où tu t'imagines toujours que tout va plus vite. Comme tu dis, surtout les jeunes maintenant avec les réseaux, ils ont l'impression ils vont faire un copy trading ou ils vont acheter un appart dans 3 mois, ils sont à Bali, ils ont une maison de fou, toute la vie est belle. Et en même temps, avec du recul, ça a quand même été assez vite. C'est que, voilà, au bout d'1 an, on vivait déjà bien. Ouais. Et pour garder la motive, je trouve que surtout, enfin, comme on disait, je suis heureux maintenant, j'aime ma vie, mais je l'étais aussi à l'époque. Enfin, pour moi, l'argent et le bonheur, c'est dissocié. L'argent facilite le quotidien, mais je veux dire, j'étais très heureux à l'époque. On avait une vieille bagnole au tout début avec Alex, on faisait que tomber en panne et me chercher, j'allais chercher. C'était que des galères ces bagnoles, mais je veux dire, on rigolait, enfin, tu vois. Pour moi, on était heureux, et s'il fallait le revivre, ni j'ai honte, ni je regrette, tu vois. Ouais, l'argent n'est qu'un moyen, c'est pas une finalité, quoi. Ouais, l'argent facilite des choses. J'aimais bien Bernard Tapie, il disait, tu vois, tu juges un footballeur à sa capacité à mettre des buts, à ses qualités et tout dans le monde du foot, tu juges un entrepreneur à sa capacité à faire de l'argent. Donc, si tu veux être un bon entrepreneur, et généralement, je pense qu'on est tous un peu compétiteurs dans l'âme, si tu es un bon compétiteur, quand tu es entrepreneur, tu veux faire un max d'argent. Et c'est plus aussi le jeu, c'est pas uniquement l'argent pour dire je vais être le plus riche et tout, je m'en fous un peu, tu vois, c'est aussi un peu dans ce sens-là du jeu. Mais je trouve qu'il faut quand même réussir à le décorréler quand même du bonheur
Et la preuve, c'est quand tu vas dans des pays en Afrique ou on a fait le Togo, des villages vraiment pauvres, ils sont plus heureux que 50% des Français, Ouais, qui clairement. sont sous antidépresseurs pour certains et qui vivent mal parce qu'il a crevé. Le mec, t'as l'impression que c'est le bout du monde. Et tu vas là-bas et tu te dis, mais Ouais. qu'est-ce qu'on est con, sérieux, des fois, à se prendre la tête, tu vois. Donc je sais que c'est deux civilisations complètement différentes, c'est dur de prendre du recul parfois, mais non, en tout cas, même ça nous a fait du bien, tu vois, de faire des trucs humanitaires. Trop top. 2013, donc vous créez la boîte. Comment Ouais. les choses évoluent ensuite, 2014, 2015, 2016, toutes ces années Tu sais, à chaque fois, il essaie de me recadrer, je sais que je pars dans tous les sens, et on revient en 2013. Ouais, 2013, on crée la boîte. Du coup, comme je disais, c'est un peu là aussi où YouTube, ça a commencé un peu à bien marcher. Ouais. Et donc, quand on crée la boîte, on avait le club en extérieur, on avait les coachings chacun de son côté, et on se déplaçait, on cherchait des coachs en fait sur tout le Rhône-Alpes. Ouais. Moi, j'étais à Lyon, Alex à Grenoble, on l'avait trouvé à Valence, tu vois. C'est-à-dire que les premières fois, moi, j'allais faire les coachings à Valence. Donc, c'est 1 heure de trajet, donc 2 heures. Donc, je veux dire, j'allais en perdant des sous, mais après, on se disait, on va placer des coachs et tout. Donc, on a commencé à trouver un ou deux coachs aussi qui sous-traitaient pour nous. Et comme 2014, voilà, YouTube se met vraiment, entre guillemets, à bien marcher. On commence à faire 5, 10, 15 000 vues par jour. On se disait, putain, si un jour on fait 50 000, ouah, c'est incroyable. Au bout de 3 mois après, on était à 50 000. On se dit, ouais, c'est fou. À cette époque-là, c'est Ouais. complètement fou. Ça- Enfin, ça- tu fais ça peut être 50 super 000 vite. vues, C'est énorme, c'est énorme. Ouais, ouais. Je crois que c'est à ce moment que j'ai commencé à vous suivre, moi. Ah ouais? Ça Incroyable. date, il y a Moi, 10 T'imagines, ans. ça fait 10 ans. Ouais, 10 Ouais. ans. Moi, je 2015. Donc, ça veut dire encore avant moi. Moi, depuis 2015. T'imagines, il y a 10 Mais ans. c'est grâce à des chaînes YouTube comme vous, etc., que je me suis mis vraiment au sport, à la Ah bah salle, oui. que j'ai C'est gagné vrai, confiance lourd, en moi, ça etc. fait plaisir. Pareil. Hein. Donc, Pareil. au-delà de la partie sport, muscu, il y a aussi toute la partie. Non, 2000 Et je pense qu'il y avait déjà vraiment gaming, humour, beauté. Mais c'est vrai que 2014, dans le sport, c'est là où toutes les chaînes ont pété. Tu vois, il y a eu de plus en plus de youtubeurs. En plus, on faisait des collabs, machin, donc ça faisait un peu monter tout le monde. Et donc là, du coup, on s'est dit, OK, maintenant, on va faire des programmes aussi pour ceux qui sont à distance. Mais au début, on faisait des programmes personnalisés. Tu remplissais un questionnaire, on te faisait un programme alimentaire, sportif. On avait commencé pas cher. Petit à petit, on a commencé à augmenter les prix. Et à un moment donné, on se disait, bon, tu sais, tu vas pas le mettre non plus à 500 balles, un truc envoyé en PDF. Donc, tu sais, on n'a plus forcément le temps. Si on veut faire plus de sous, il faut faire des génériques. Ouais. Et donc là, on a commencé à créer des vrais e-books PDF. Si je vois le design maintenant, c'est infect, c'est éclaté au sol. Mais tu vois, pour la petite anecdote, je rebondis. C'est là que je pense vraiment que c'est dans cette période. Parce que moi, j'avais pas un sou à ce moment-là. Tu vois, je commençais un peu à m'intéresser au business et tout. Et j'avais pas suffisamment d'argent pour m'acheter le programme personnalisé. Ok. Et un jour, peut-être un an plus tard ou autre, j'avais acheté un des PDF. C'est vrai. Ah. Ouais, et je m'étais dit, ah là, c'est bon, je Qu'on peux. vendait à 20 J'ai €, ouais. Ah ouais. Et comme beaucoup d'ailleurs, et j'avoue coupable, hein, Il est resté. il est resté dans ma boîte mail, je l'ai pas suivi, je l'ai pas appliqué, mais j'avais mon petit Pas pic grave, de dopamine. merci, Tu vois. j'ai eu l'argent, c'est le plus important. Excuse-moi, je t'ai Tant que coupé. tu l'as pas envoyé à d'autres personnes, Promis. il n'y a pas de problème. Non, non. Non, ouais, et 2014 aussi, on sort, ce qui à l'époque était un peu fou, fin 2014, on sort un produit avec une application. Programme Apollon sur 10 semaines. Et c'est là où on a associé, en fait, nous, on avait fait les PDF. Je pense que c'est début 2014 ou peut-être fin 2013. Voilà, ça marche bien. Je veux dire, tous les mois, c'est de l'argent qui rentre ou tu n'as rien à faire. Donc, c'est vraiment pour nous, on se dit, oh, putain, confort. c'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, c'était bien de faire du coaching, c'était bien de faire des programmes perso. Limite, encore une fois, c'est-à-dire, au début, on faisait un peu de coaching, on faisait dans les salles, avec le club aussi en extérieur. Après, on a arrêté les salles, on s'est dit, on se consacre au coaching. Quand là, on a vu YouTube, une deuxième fois, on a accepté de gagner un peu moins de sous, mais de se libérer un max de temps. Donc, on a arrêté un peu tous les clients en coaching en 2014. Et on s'est dit, maintenant, c'est les programmes. C'est les programmes et YouTube, on va dire, notre vie, voilà, il y a un truc à jouer. Donc, on prépare en même temps le programme Apollon. Et juste après, on avait sorti DS. Et en fait, on avait été en contact avec des Allemands, qui a un coach allemand qui cartonnait à l'époque, qui lui avait ça avec une application, site internet vraiment optimisé par rapport à ce que nous, on avait. Enfin, voilà. Là, c'est application, c'est normal. Tout le monde fait une application. À l'époque, 2014, une application dans le sport, Mais avec c'est des vidéos qui se débloquent jour après jour, un groupe privé. Enfin, je Ouais. veux dire, c'était Innovateur. révolutionnaire. Ouais. Et surtout, une barrière à l'entrée énorme. Ouais. Ah oui. C'est- Avant de concurrencer, il a fallu quelques années. Et puis attends, moi j'avais une boîte donc en 2017 dans des apps mobiles, tu as dû payer ça bonbon. Parce qu'à Bah. l'époque, alors à moins que tu t'en aies bien sorti, normalement en 2014, tu lances une app Ouais. pour être full normalement Apple ou Android, ça te coûte une blinde quoi. Mais en fait, c'est là où justement les Allemands, ils ont été très bons et nous, ça nous a servi de leçon parce qu'en fait, donc, on s'associe, on crée une boîte Ok. avec eux, mais on était minoritaire dans cette boîte.
Et en gros, tu avais un investisseur, tu avais le mec, le tech qui s'occupait de l'app avec, il avait une petite équipe. Tu avais le coach aussi qui faisait une partie investissement et qui, lui, en gros, amenait aussi un peu ce que lui, il avait fait là-bas, parce eux, ils l'avaient développé là-bas. En gros, ils allaient un peu copier-coller leur app. Donc, c'était beaucoup moins de travail pour eux, mais bon, il a quand même fallu 3 mois de travail. Et donc, on doit se mettre d'accord à l'été, un truc comme ça, 2014. Et tu vois, on sort décembre. Le temps de tourner juste les vidéos et tout. Et sur le papier, c'était génial, parce que nous, on n'avait rien à sortir. C'est-à-dire qu'eux, ils nous disent, voilà, on va mettre des dizaines de milliers d'euros. Tu vois, nous, on se dit, putain, on n'a rien à sortir. Ça peut être tout bénef. Ils géraient toute la partie communication aussi. Je connaissais rien du tout à Facebook Ads, ni à Alex. On n'avait pas forcément, on avait 1 ou 2 personnes qui bossaient avec nous, mais c'était de la gestion client. C'était des petits trucs. Il n'y avait personne de formé sur le marketing. Et du coup, on se dit, c'est génial. Sauf qu'en fait, on s'est assez vite rendu compte, au bout de quelques mois, que on avait vraiment une petite part du gâteau parce que, notamment, en faisant des recherches, il y avait une société hollandaise qui facturait 30 € par gestion du client par mois pour l'application. Et en fait, cette société hollandaise, elle appartenait à l'investisseur. Enfin, tu vois, des trucs un peu, un peu sombres. Tu sais, on s'est dit, attends, et plus on a creusé, plus on s'est dit, attends, ils se foutent de notre gueule, en fait. Puis c'était votre image. Ouais, donc le business, c'était votre image. Pour les gens, c'était que nous. Voilà. Après, derrière, voilà. Et puis, en fait, pas de regret parce qu'on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a pu sortir dans les temps. Je veux dire, je sais pas, comme tu dis, il fallait peut-être mettre 100 000 € entre le marketing. C'est-à-dire que du début, le premier mois, on met 25 000, ils mettent 25 000 de com sur Facebook. Donc, il y a aussi des gens qui nous ont connus grâce à ça. Et qui, tu vois, donc, vraiment zéro regret. Mais par contre, très vite, on s'est dit, on arrête avec eux, tu sais, ils se foutent de notre gueule. Donc, après, on avait un contrat, tu sais, un truc comme ça de 6 mois, machin. Mais ça s'arrête. Et donc, l'année d'après, on sort par contre là des programmes. Entre-temps, moi, je m'étais un peu renseigné. J'avais trouvé une boîte sur Lyon qui pouvait nous faire l'app pour un prix beaucoup plus raisonnable. Je crois qu'on avait payé 20 000 à l'époque. Où là, il me disait, il n'y a pas de gestion après tous les mois. Parce que, en fait, et c'est là où je découvre. Je me dis, putain, en fait, ils se foutaient de ma gueule. Tous les mois, on payait 30 balles par client. Alors qu'en fait, imagine, tu as 1000 clients. Tous les mois, les gars, ils prennent 30 000 € qui remontent à sa société. Pour rien, enfin, tu sais. Et eux, ils me disent non, pas du tout. On se dit, mais magnifique, c'est tout pour nous, en plus, 100% pour nous. Facebook, on avait payé une formation à une fille qui bossait avec nous. Et du coup, on s'est dit, on va tout faire en interne. Et c'est là où, tu vois, on a fait machine arrière plus tard, mais on s'était dit, on va tout internaliser. On veut plus bosser avec personne, c'est tout chez nous, tu vois. Dans nos bureaux, on fait tout ensemble. Et du coup, on lance après des programmes où vraiment que nous, début 2016, sur un truc comme ça. Et comment vous gérez votre temps à ce moment-là? Parce que c'est au moment où la chaîne YouTube, elle explose, il y a plein de collabs, il y a les projets, il y a l'application, il y a aussi le fait que vous découvrez un peu l'entrepreneuriat, comme tu l'évoques. Allez, on internalise tout, on se fait, excuse-moi du terme, on se fait avoir ici, on se fait baiser, donc machin. Puis après, en fait, non, c'était une mauvaise idée. Enfin, toutes ces leçons, finalement, qu'un entrepreneur apprend au fil du temps. Comment vous gérez vos priorités? Comment vous gérez votre temps? Je pense que c'était quand même principalement YouTube. Le principal de notre temps, voilà, c'était YouTube. On montait encore des fois un peu nos vidéos. Et après, je pense qu'à partir de 2015, on avait quelqu'un à plein temps qui tournait et qui montait pour nous. Mais du coup, c'était beaucoup YouTube et après les programmes. On se consacrait vraiment que à ça. Jusqu'à, je crois que tu vois, le textile, ça a dû nous prendre fin 2015, un truc comme ça, on a lancé la marque. Donc jusqu'à fin 2015, c'était vraiment les programmes et YouTube. Et pourquoi YouTube? Parce que ça nous permettait de vendre des programmes, enfin, tu vois. Et c'est en 2015 un peu où on est parti, on va dire, un peu en live. On a voulu sortir plusieurs choses. Où on a déjà fait un nouveau programme qui s'appelle Train With Me, où c'est les gens s'abonnent, qu'on a encore d'ailleurs. Les gens s'abonnent tous les mois. Donc, tu payes 29 à 30 € par mois et tu as notre programme. Sauf que maintenant, c'est en appli, tu as un calculateur de calories, des recettes et tout. À l'époque, tu recevais un PDF. Et donc, on sort ça fin 2015. On sort le textile aussi. Et c'est là où c'était un peu plus compliqué de tout gérer. Parce que le textile, ça prenait beaucoup de temps, mais en même temps, c'était un kiff. C'est-à-dire, on s'est dit vraiment, c'est quelque chose où on veut se lancer. On va avoir des entrepreneurs un peu qui sont là-dedans. Ils disent, là, le textile, c'est compliqué. Faut connaître. Tu sais, en gros, ne vous lancez pas. C'était la meilleure chose à nous dire pour qu'on se lance tout seul. On dit, OK, pas de problème, on ne bossera pas ensemble, mais on va se renseigner. Tu vois, Et au final, après, on a fait un peu de partout. Enfin, je veux dire, on a fait produire un petit peu dans différents pays. Mais c'était pas, si tu ramènes par rapport à ce que ça te rapporte financièrement et le temps que tu investis, c'était pas intéressant. Mais encore une fois, sans regret, parce que c'était un vrai kiff. C'est-à-dire que maintenant, on a pu produire tout ce qui existe pratiquement, de la fourrure, du simili-cuir. Enfin, on n'a jamais fait de vrai cuir, mais par choix, ni de vraie fourrure. Mais sinon, voilà, on a fait des chaussures, des bijoux en or. Là, tu vois, on va sortir une montre. Enfin,
on a pu toucher un petit peu à tout, pas en étant uniquement drivé parce qu'on va gagner le plus de sous. Voilà. Et il y a quand même un moment où je pense 2020, 2021, on s'est dit, bon, c'est bien, mais on va ralentir un peu. On a fait un peu le tour, on a un peu produit tout ce qu'on voulait produire. On garde des lignes un peu plus simples et surtout, on investit moins de temps dessus. Et je me souviens plus que c'était ta question, mais voilà, je suis parti encore Justement, non, c'était la gestion de ce temps, la gestion de toutes ces Ouais. activités. Tu l'évoques en 2015 où vous faites plein de choses. Est-ce que à un moment donné, j'ai envie de dire, on se perd pas dans toutes ces choses? On se perd, mais avec plaisir. Ouais. Tu vois, déjà, on voyageait beaucoup aussi. Ça, c'était notre kiff, tu vois, comme on disait, quand on a fait un peu de sous, on a voulu tout de suite investir chacun de son côté et aussi beaucoup voyager. On a fait plein de pays, on avait besoin juste d'un ordi, on pouvait bosser de partout, une salle de sport, un ordi, voilà, on a fait enfin, beaucoup de pays j'ai fait avec Alex et après des fois même avec d'autres amis. C'était plus simple aussi, c'est-à-dire que bon, lui, il était en couple, mais on n'avait pas d'enfants. Moi, j'étais célibataire la plupart du temps. Lui, il était en couple sans enfants, donc c'est déjà plus simple pour voyager et pour bosser, on va dire, un peu plus. Une fois que t'es papa, vous n'avez pas d'enfant, vous? Si, moi j'ai une petite fille. T'as une petite fille? Ouais. Alors? Ouais, Et tu vois, forcément, tu es obligé d'organiser un peu ton temps un peu différemment. carrément. Donc, les priorités changent aussi un peu. Mais c'est vrai qu'avant, en tout cas, voilà, tu t'en fous si tu finis très tard, si tu commences très Ouais. tôt, ouais, on va dire c'est moins grave. Tu es moins obligé de te libérer du temps. Et puis non, en fait, franchement, on kiffait tellement, tu vois, toucher un peu à tout. Enfin, après, comme je te dis, il y a aussi des projets qui n'ont pas marché. On a arrêté justement, je pense que c'est fin 2014 ou 2015, le club en extérieur. On a essayé en fait de mettre quelqu'un en gestion, ça n'a pas marché. Ok. C'était un regret parce que c'était notre bébé, c'est la première activité qu'on a créée ensemble. Mais on s'est dit, bon, ça nous prend quand même encore du temps. Soit on se met à fond dessus, mais je pense qu'il y a plus rentable, tu vois. Vaut mieux mettre l'effort vraiment sur ce qui nous rapporte 80% que là-dessus. Donc, tu vois, on a dû arrêter. C'était un peu dur, mais bon, on s'est dit, voilà, Ouais. c'est la meilleure chose à faire. Et après, tout ce qui est textile, après, on a quand même fait aussi, au début, on a eu la chance textile. C'était aussi le moment un peu où ça se lançait bien, tout le monde faisait sa marque dans les youtubeurs et notamment dans le fitness. Et on a écoulé énormément de quantité au début, donc ça encourage aussi. Quand je dis on a fait moins d'argent, c'est que bah, tu as quand même un suivi, tu as les retours, tu as les tailles invendues, tu as du stock à gérer, tu as des employés, que les programmes, voilà. Digital. C'est encore mieux, on va dire. Ouais. Mais bon, le textile, il y avait quand même moyen de faire de l'argent et c'était quand même sympa. Puis surtout un kiff, on partait en Turquie une semaine. Ouais. Tu vois, tu es là, on touchait les matières, on comparait. Après, on a fait en Chine, au Pakistan, au Portugal. Tu vois, c'était kiffant quand même Ouais, puis tu as un impact qui est différent, je pense, que des programmes. Parce que là, bah, tu vois après les gens porter ta marque, ton Ah, bah ouais. textile, alors que quand ils ont suivi ton programme, bah, est-ce qu'ils ont vraiment suivi ton programme? Tu te dis, oh, cool, ils suivent C'est les vrai. conseils, ils sont en good shape ou quoi, que là, derrière, il y a un véritable impact, il y a une trace, quoi. C'est vrai. Et puis même pour nous, tu as envie de faire une marque que toi-même tu portes. Ouais. Donc tout 2016, 2017, on est vraiment quand même aussi sur le textile, programme et textile. Et puis en vrai, je ne vais pas dire que parce qu'on est bon, mais si dans le coaching, je veux dire, créer un programme, on le fait très vite. Tu vois, là, on en tourne un bientôt. Ouais, franchement, créer des exos, inventer des combinaisons, enfin, tu vois, c'est le truc qu'on fait depuis, on va dire, toujours presque. Donc, ça va très vite. On sait maintenant tourner, on sait se mettre en place. Tu vois, comme là, vous enchaînez les interviews et tout. Enfin, tu sais, tu peux être hyper rentable au niveau du temps. Et du coup, bah voilà, on peut sortir des programmes tous les ans et que ça ne te prenne pas finalement tant de temps que ça. Après, comme je dis, on a une petite équipe, mais tout est bien organisé maintenant. Donc, ça roule, chacun sait ce qu'il a à faire. Tu vois, je n'ai pas besoin de gérer, je ne suis pas obligé de superviser qui que ce soit. Donc, ça te permet quand même de dégager beaucoup de temps. Et du coup, voilà, on le passait un peu sur des activités aussi qui nous font kiffer. Ouais. On faisait aussi beaucoup de sport à côté, tu vois. On s'était lancé dans le parachute, de la moto. Comme ils ont, on kiffait voyager. Les sports extrêmes, on a fait plein de sauts à l'élastique. Voilà. C'était un peu un kiff aussi. Faudrait que tu ailles sauter en parachute avec PJ. alors. Avec T'as plaisir. la PAC? Moi, j'ai la Non, PAC. T'as la PAC? Alex. Ouais. Stylé, tu Ouais. kiffes? Ouais, j'adore. Ouais. J'adore. Ouais, c'est important pour lâcher prise. Mais là, je suis plus sur la plongée en ce moment. J'adore plonger. Ok, j'ai pas fait encore moi, mais je pense qu'un jour aussi, Ouais. ça me À chauffe. l'île Maurice, j'y vais en plus dans quelques jours. Ah ouais? Du coup, il y a des beaux Écrit spots. Alex, ouais. Ouais, carrément, carrément. Lui, il est retourné, ouais, voilà, là, il y est. Ouais. Stylé. On va continuer le parcours, mais avant, j'ai envie de revenir sur YouTube. Il y a eu une énorme évolution très rapide sur YouTube. Et puis, aujourd'hui, tu vois, YouTube a complètement changé. Je pense que les codes ont complètement changé. Même les gens se La lancent. consommation, ouais. Ouais, clairement, les Ouais, gens bien se sûr. lancent aussi différemment sur YouTube. Tu vois, avant, tu l'évoquais dans votre parcours, vous vous dites,
comment on peut avoir un petit peu de vues. Wow, on a 300 vues, wow, 1500 vues, énorme. Puis ça crée naturellement du business, etc. Aujourd'hui, c'est différent. Tu l'évoquais, certains se lancent tout de suite avec du budget, des équipes. Ils se disent, OK, je vais devenir YouTuber, je vais faire carrière sur YouTube. À l'époque, en 2010, tout ça, ça n'existait pas. Comment vous avez vécu l'évolution de YouTube et comment vous percevez YouTube aujourd'hui? Parce que vous restez quand même des créateurs de contenu majeurs dans l'industrie du fitness aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. J'imagine que vous connaissez aussi beaucoup de créateurs de contenu de la plateforme avec qui peut-être vous avez eu des discussions, des échanges. Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui s'intéressent à YouTube également. C'est vrai qu'au début, déjà, ce qu'on n'a pas trop apprécié au tout début de YouTube, les gens ils étaient un peu renfermés. C'est-à-dire, c'était un peu, tu sais, je disais, mais si on fait une vidéo ensemble, tes abonnés restent tes abonnés. Même s'ils s'abonnent à moi, ils seront toujours abonnés à toi, tu vois. Et nous, c'est pour ça que on est très rancuniers. Il y a encore une rancœur envers certaines personnes, c'est qu'on avait contacté un peu d'autres personnes qui avaient une chaîne YouTube dans le fitness, qui y en a, je veux dire, ils ont arrêté quelques années après, ou leur chaîne n'a jamais explosé, mais ils n'avaient pas voulu faire de collab. Et du coup, nous, comment on est monté au début, et c'est pour ça qu'on avait pris de l'avance par rapport à d'autres, en fait, on a contacté les youtubeuses beauté. Je te fais un programme de sport gratuit, tu le mets sur ta chaîne, et voilà. Et donc, en fait, au début, on s'est fait connaître beaucoup auprès des youtubeuses beauté et de leurs bases fans. Donc, on avait beaucoup de femmes au début. Tu vois, mais c'est pour ça aussi qu'on a lancé les programmes femmes en même temps que programme hommes, parce qu'on avait fait comme ça. Et je trouve que ça n'a pas duré longtemps, tu vois, mais pendant 1 an ou 2, c'était un peu dommage. Et après, il y a eu, on va dire, une deuxième vague. C'était vraiment les pionniers qui étaient peut-être là avant nous, tu vois, sur YouTube. C'était très technique, fallait, tu sais, peut-être beaucoup plus dans le bodybuilding aussi. Donc, nous, on avait une image, ils nous aimaient pas beaucoup. Pourquoi les deux mecs, les deux maigrichons, ils font plus de vues que moi alors que je fais 140 kilos, tu vois. Ils avaient l'impression, c'est toujours pareil, parce que je suis plus musclé, je devrais avoir plus de vues, plus d'abonnés. Voilà, je pense qu'ils avaient une mauvaise vision de YouTube. Et après, très vite, on va dire, au bout d'1 an et demi, il y a eu une deuxième vague où là, il y a eu des nouveaux, un peu comme Thibaut InShape, etc., où c'était une génération qui avait une vision différente. Et là, il y a eu beaucoup de collabs. Là, moi, je trouve que c'était kiffant, tu vois. On a pu faire pas mal de collaborations, tout le monde essayait un peu de se tirer vers le haut, tu pouvais t'entraider. Tu vois, on parlait même, je veux dire, business en dehors des vidéos. Toi, tu vas faire quoi? Ah ouais, putain, t'as mis ça, tu publies ça. T'as vu, il y a un nouveau truc, Instagram. Parce que, ouais, Instagram, on l'a vu un peu aussi exploser en France. Ah putain, ouais, c'est Instagram, tu penses que ça va marcher, enfin, tu vois. Et donc ça, c'était intéressant pendant quelques années. Après, tu as toujours les algorithmes aussi qui changent de YouTube. Tu te rends compte qu'il y a des tendances. Nous, en 2017, on avait senti un peu la tendance du vlog. On a été parmi les premiers, ou peut-être même les premiers dans le fitness, muscu, à faire des vlogs. Et ça avait bien marché, tu vois. De manière générale, ça vient toujours des États-Unis, de toute façon, notamment ce qui se passe sur YouTube. Et du coup, voilà, on avait senti un petit peu. On était d'ailleurs à Los Angeles en 2016. On avait fait 2-3 mois là-bas fin 2016 et on avait vu que des youtubeurs, ils faisaient un peu ça en mode vlog et tout. Donc, en rentrant direct, on avait fait un peu le même principe. Et je trouve, ouais, jusqu'à 2018-2019, on va dire, c'était bien, mais petit à petit, les gens se sont encore un peu renfermés. Je sais pas pourquoi. Après, peut-être nous aussi, tu peux pas passer que ton temps à faire des collabs. Et par contre, on va dire, ça fait 2-3 ans, il y a une nouvelle génération. Je trouve, franchement, ils assurent parce qu'ils ont remis un peps. Il y a beaucoup de créateurs qui sont venus. Je fais un peu le parallèle dans le rap où c'est la même chose, où tu as l'impression maintenant, tu as tout le temps des nouveaux artistes qui pètent, ils ont des flows différents. Tu vois, je trouvais, en fait, on va dire, pendant quelques années, les gens qui venaient, ils faisaient la même chose que nous en moins bien. Soit avec moins de budget, soit moins d'éloquence, soit, tu vois. Et je trouve que voilà, ça fait 2-3 ans, YouTube, il y a tellement de nouveaux créateurs de contenu, ça a explosé. Enfin, ouais, je trouve que c'est top. Et du coup, tu as aussi beaucoup plus de collabs, tu as beaucoup de visions différentes. Et moi, j'aime bien. Des fois, je suis pas d'accord avec un créateur, mais je veux dire, tu es aussi là pour échanger, tu vois. Et je trouve que là, YouTube, c'est une situation qui est agréable dans le sens où tu peux avoir beaucoup de monde. Et surtout, l'algorithme, il redistribue assez bien les chances. C'est-à-dire que si la vidéo, elle est bien et qu'elle plaît, même si tu as 1000 abonnés, si ta vidéo, elle est en train de cartonner, que ça plaît vraiment, tu peux faire 500 000 vues. Que tu peux avoir 1 million d'abonnés, et si notre vidéo, c'est de la merde, eh ben, on fait pas de vues comme tout le monde. Enfin, tu vois, comme les mêmes règles. On fait toujours un peu plus, tu vois, parce que tu as quand même une base fan qui va regarder. Mais l'algorithme, il va tellement pas la sortir, la vidéo, que tu as 1% de tes abonnés, peut-être même pas qui va la voir. Et du coup, bah, tu feras très, très peu de vues. Et je trouve que c'est plus juste qu'il y a 6-7 ans, où en vrai, nous, on sortait une vidéo, qu'elle soit bien, qu'elle soit pas bien, allez, à 20% près, on faisait le même nombre de vues. Parce que ça sortait auprès de tout le monde, ça les encourageait, tout ça, tu vois. Que maintenant, je trouve que ça a changé. Ouais, après, je perds la notion du temps, mais je dirais peut-être 3-4 ans, tu vois.
Ok. Ils ont mis un peu ces nouveaux algos. Ils les changent très régulièrement, mais on va dire la tendance, c'est ça. Et je trouve que c'est intéressant. Je connais moins les autres milieux, mais c'est vrai qu'en fitness muscu, je trouve qu'il y a plein de jeunes qui arrivent. On a l'impression que toujours on découvre des nouveaux, tu vois. Ouais, ouais. Et surtout, ils arrivent avec une vision. Avant, c'était vraiment trop. Ils voulaient copier ce que les autres faisaient, tu vois. T'en as plein qui sont arrivés à faire comme Thibaut InShape parce que c'est celui qui marche le mieux. Mais c'était un Thibaut InShape, tu vois, de Wish. Wish. Un peu moins bien, tu vois. C'est méchant pour ces gens-là, mais je veux dire, ils cherchaient pas une identité. Voilà, comme tu disais, ils allaient mettre des sous, je vais être youtubeur et ils font la même chose. Mais ça arrive, tu dis les mêmes choses. Alors que, voilà, là, il y a quelques années, je trouve que les jeunes, ils sont jeunes ou moins jeunes. Ouais, Il y en a on qui arrivent. pense à Bazinga que tu as reçu. Je sais que vous avez déjà fait Bazinga. des Non, mais il y a enfin... trop de visions maintenant différentes. En plus, les gens évoluent. Mais tu vois, Bazinga, Rick Flag. Ouais, et Rick Flag. En fait, maintenant, il y a tellement de disciplines. C'est un peu comme dans le business. En fait, chacun aussi a un peu, si je peux dire, sa propre philosophie. Et puis, en fait, ça montre que sur YouTube et dans le marché, ok, il y en a pour tout le monde, quoi. Ça, et puis, plus il y a de monde, tu sais, c'est comme l'étude Pepsi-Coca. Si tu n'as qu'un distributeur Pepsi, il vend moins que s'il y a un distributeur Coca à côté. Parce qu'il ne se dit pas le consommateur, il se dit pas, j'ai qu'un choix. Le consommateur, il se dit pas est-ce que je veux un Pepsi ou pas, il se dit est-ce que je veux un Pepsi ou un Coca. Et du coup, les deux vendent plus. YouTube, nous, c'est pareil. C'est-à-dire, plus tu as de vidéos fitness, tu vas cliquer sur nous, mais après, tu vas peut-être aller voir une vidéo d'Essan ou inversement, tu vois, et de faire des collabs ensemble. Tout le monde gagne des abonnés. On a fait des vidéos avec d'autres youtubeurs, on n'a jamais perdu d'abonnés. Au pire, tu n'en gagnes pas beaucoup si les gens ne sont pas forcément attirés par deux chaînes un peu trop différentes, mais sinon, jamais t'en perds. Et les gens avaient un peu peur de ça. Et je trouve que c'est vraiment... Et puis voilà, tu as plein de petites niches. Maintenant, tu en as qui vont plus être spécialisés street workout, un peu plus crossfit, un peu plus bodybuilding, Essan, Jamo, tu vois. Et du coup, en fait, ça fait juste plus de monde qui regarde. Ça n'a pas diminué. Alors, tu diminues aussi les vues parce que maintenant, il y a tellement de vidéos qui sortent, tu as tellement de nouveaux que forcément, toutes les chaînes font quand même moins de vues qu'avant. Mais encore une fois, tu peux avoir une vidéo qui pète au milieu. Quand tu fais de la merde, ça te le rappelle très très vite. Nous, il y a des périodes où on s'est moins consacré à YouTube. Et des fois même, pendant 1 an et demi, 2 ans, notamment quand on a eu les enfants, tu prends une grande claque. Et je trouve que c'est juste, tu vois, que si c'était encore un peu les algorithmes d'avant, tu fais un peu le même nombre de vues, tu te remets pas en question, tu n'améliores pas tes qualités de vidéo, tu cherches pas à améliorer le contenu et ça aurait été dommage. Tout à l'heure, tu évoquais un fait où vous ne vous focalisiez pas uniquement que sur les vues, mais aussi sur votre capacité à transformer ces vues en clients, etc. Cette notion et cette vision que YouTube n'est pas juste une plateforme pour communiquer, mais vraiment un canal d'acquisition pour vos business, vous l'aviez depuis le premier jour ou pas? Ouais, parce que très vite, en fait, on voulait vendre des programmes aux clients. En fait, les vues YouTube, c'est un bonus. C'est cool. Tu vois, nous, en vrai, les abonnés, les likes. Ouais, alors ça... T'en fous? Ouais. Moi, je préfère... C'est un vrai sujet, c'est une vraie question, parce que beaucoup il a 1 million d'abonnés. Ouais, ils font la course à ça. Ouais, mais par exemple, je préférerais avoir 100 000 abonnés, faire 1 million par mois, qu'avoir 1 million et faire 100 000 par mois. C'est vrai d'ailleurs que souvent, des gens qui ont des millions d'abonnés ont de la peine à monétiser, alors que d'autres qui ont très peu d'abonnés arrivent à... Et puis, tu sais, nous, on a des abonnés aussi qui sont là depuis 7 ans, 8 ans, donc ils ne vont pas forcément être proactifs. Ouais, mais tu les perds au bout d'un moment aussi. Ouais, en fait, ils restent abonnés, mais je veux dire, ils regardent plus spécialement tes vidéos. Des fois, je croise dans la rue, ils me disent « Oh putain, en fait, vous faites plus de vidéos ?» Je suis « Mais si, petit con, c'est toi qui regardes plus, tu sais, mais moi, je fais toujours. » Tu vois. Mais non, c'est pas que je m'en fous, bien sûr, ça fait plaisir quand les gens s'abonnent. En fait, c'est plus important de prendre des nouveaux abonnés, parce que c'est des nouveaux clients potentiels, que spécialement avoir un chiffre, bien sûr. Tu vois. Après, ça va à l'encontre un peu des trucs actuels, mais c'est vrai, le paraître, je m'en fous un peu, tu vois. Et je pense qu'Alex, c'est pareil, tu vois. Mais c'est bien. Je préfère, pour moi, encore une fois, c'est bien plus important. Et on voulait faire une vidéo un peu là-dessus. Tu préfères, là, je te donne 1 million, mais tout le monde pense que tu es pauvre toute ta vie, ou je te donne 1 million ou 100 millions, ou tu restes, alors, pas toi, parce que vous êtes riche, mais je veux dire, à quelqu'un de pauvre, tu restes pauvre, mais par contre, tout le monde pense que tu es riche. Et il y en a, je suis sûr, beaucoup qui répondent, je préfère paraître. Je dis, mais c'est grave, t'es un fou. Qu'est-ce qu'on a à foutre que les gens ils pensent que t'es pauvre? C'est la société. Hein. Mais tu vois, Instagram, louer une belle bagnole à Dubaï, une semaine, le mec, il met son salaire de l'année dans sa semaine à Dubaï. Et après, tu vois, il galère, tu sais. Regarde, il y a plein de gens, ils gagnent des SMIC et ils ont le dernier iPhone. Ils vont direct chez Louis Vuitton, ils achètent un sac qui coûte le prix de leur paye. Tout ça pour justement paraître et appartenir à une classe sociale. Quoi. Après, espérer appartenir. Je trouve ça peut se comprendre quand tu es jeune. Tu vois, 20 ans, 22 ans. Comme je disais, moi, je pense que j'aurais fait de la merde en gagnant de l'argent trop jeune. Aller jusqu'à 25 ans. Il y a un moment donné, si tu n'as pas un déclic,
clin d'œil. Je veux dire, enfin, pardon, mais t'es un peu con. Ouais. Tu vois, il y a un moment donné, vouloir paraître à Ouais. 30, 35 ans, 40, tu vas impressionner qui? Enfin, tu sais, t'as un trou du cul. Il y en a, même moi, des gens que je connais. Après, je me permets un peu de leur parler sèchement, mal, parce que c'est des amis d'enfance. Mais tu sais, t'as un trou du cul, ta mère, elle galère, tu lui donnes même pas 500 balles par mois, et toi, tu vas aller t'acheter une ceinture Louis Vuitton, comme tu disais, à Ouais. 500 balles. Et je l'ai fait aussi quelques fois, tu vois, mais encore une fois, toujours en relation où tu t'achètes une ceinture à 500 balles. Quand tu gagnes des dizaines de milliers d'euros, il n'y a rien de choquant. Tu t'achètes une très belle montre quand tu gagnes très bien ta vie, il n'y a rien de choquant. Par contre, ta mère, elle est en HLM et toi, tu vas t'acheter une montre à 500 euros, tu as un gros trou du cul, tu vois. Ouais. C'est toujours un peu comme ça. Comme tu n'achètes pas une Ferrari à 200 000 si tu as juste après 30 000 sur ton compte bancaire. Tu Ouais, as un bien trou du sûr. cul parce que le jour où tu vas éclater une jante, tu pourras même Pas pas la serein. réparer. Ça va te coûter 30 000. Bah, c'est ça, tu pourras pas la réparer, donc tu es un peu con, tu vois. Ouais, Ou tu vas manger des pâtes alors que tu roules en Ferrari, quoi. Ah, c'est pour le côté italien. Voilà, voilà le rappel. Je rebondis sur un sujet également. Tu parlais des vlogs. Donc, innover dans un contenu, vous étiez un des précurseurs à faire ça. Il y a un sujet sur lequel je voulais rebondir, c'est que vous avez créé une télé-réalité Ouais. également. Et je trouvais ce sujet assez intéressant parce que moi-même, j'ai créé une télé-réalité. Ok, Aussi je du savais pas. business. Et lorsque j'ai eu le projet, j'ai appris grâce à ça que vous l'aviez fait aussi. J'ai regardé un petit peu l'exécution, etc. Puis j'ai vu que ça n'avait pas forcément trouvé son public comme vous le vouliez Ouais. et autres. Qu'est-ce qui vous a attiré par ce type de format et quelles sont les leçons que vous avez acquis au travers de ça? Parce que celles et ceux qui nous écoutent peut-être ne se rendent pas compte, mais créer une télé-réalité, moi je l'ai fait à notre petit niveau avec entrepreneurs.com, où on a fait finalement une immersion d'entrepreneurs où on avait 6 hommes, 6 femmes dans un château, dans un domaine qu'on avait privatisé. Stylé. C'était vraiment sympa pour les aider à créer un business. Il y avait une quinzaine de personnes de l'équipe, 40 micros, 20 caméras, Et ouais. toute la prod, etc. C'est colossal et c'est un budget, et encore vraiment, parce que j'ai une boîte de prod, ça m'a coûté moins cher, c'est quand même 150 200 000 euros pour 7 jours. Donc c'est quand même colossal. 7 jours, ah ouais. C'est vraiment colossal. Toi, juste, t'as été content, toi, des retours, des résultats, de ce que tu voulais? Alors moi, j'ai été content de ce que ça a manifesté d'une part dans la vie des gens qui ont suivi l'immersion, dans la vie de ceux qui l'ont regardé et dans le rendu final. Par contre, on a fait un choix stratégique qui n'a pas été bon du tout, c'est qu'on a créé une chaîne YouTube de zéro pour diffuser les épisodes. Ok. Parce qu'on ne s'était pas forcément mis d'accord avec Ouais. la personne avec qui j'ai fait ça sur est-ce qu'on met ça sur sa chaîne ou sur ma chaîne. Donc j'ai dit, écoute, pas de souci, moi je le fais pas pour les vues, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour le plaisir. On coupe la poire en deux et on était tous les deux alignés là-dessus. On le met sur une chaîne neutre. Donc effectivement, ça a accumulé peut-être en tout, aller jusqu'à 10, 15 000 vues pour certains épisodes et peut-être moins encore. Il faudrait retrouver la chaîne, ça s'appelle Immersion Business. Mais par contre, c'est une pépite de valeur, les épisodes et comment ça a été construit, monté. Et pour ça, je suis très satisfait parce que j'avais pas une volonté de créer un intérêt business. Ouais. Demain, si je venais à refaire ça, je le ferais différemment. Déjà, premier point, je prendrais des sponsors pour que ça me coûte zéro. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je trouverais un diffuseur. Parce que le message à véhiculer était tellement puissant en termes d'inspiration, de motivation et de valeur délivrée que j'aurais envie qu'il soit vu, ce message, qu'il soit écouté. Et là, c'était pas suffisant par rapport à ce qu'on a mis en place. Ouais, intéressant. Je pense que nous, c'est un peu les mêmes retours. C'est-à-dire que financièrement, c'était une grosse perte. Je veux dire, on perd plus de 200 000 euros. C'est-à-dire, ce qu'on a investi, indirectement, on pensait vendre aussi des programmes derrière. Donc, ça nous en a fait vendre. Mais ça a été très loin de compenser, en fait, ce que tu as investi. Nous, c'était sur 28 jours. Donc, comme tu l'as dit, en fait, tu as très vite beaucoup de monde. On avait 12 candidats aussi. En tout, ça faisait les équipes, 17, 18 personnes. Il faut gérer. On avait tu loues différentes villas. C'était pas un château, non, différentes villas. Donc, tu as toute la logistique. Il faut nourrir 30 personnes pendant 28 jours. Carrément. C'était des histoires humaines à gérer. Enfin, bon, Oui. bref, des trucs de merde. Et du coup, un gros investissement financier. Et comme toi, si on avait dû refaire, ce serait, tu vois, avec des sponsors. Et la première, on s'est dit, on la produit, nous, on la tourne, nous. Et après, on essaiera de la proposer typiquement à des trucs comme Prime. Je pense qu'Amazon Prime. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'aussi, eux, ils ont leur projet. On n'a jamais réussi à avoir vraiment un contact chez eux qui puisse réellement, tu sais, à chaque fois, c'est oui, je vais en parler à. Mais en fait, c'est très bien que la personne, elle en parle à personne. Tu vois, tu lui envoies des pilotes machin, ils s'en foutent. Et par contre, humainement, c'était génial à faire une fois. 30 jours comme ça en immersion. Les candidats, limite, c'était nos enfants, tu vois. On s'occupait d'eux. Nous, on se levait à 6h avec Alex. On s'entraînait le matin. On avait ramené un peu de matos et tout, parce que du coup, un mois,
On s'entraînait là-bas en extérieur et après petit-déj, genre à 7h15, 7h30, on allait réveiller les candidats. Mais tu sais, en plus, t'es H24 avec eux, donc au bout d'un moment, tu tisses forcément des liens, Ouais, c'est bien pas des sûr. potes. Donc tu sais, on allait les réveiller. Je leur sautais dessus, boulettes tout le matin, ils se réveillaient, tu sais, ils nous détestaient. Et après, toute la journée, en fait, dis-toi, on voulait tourner des vidéos YouTube là-bas, impossible. Toute la journée, en fait, t'es focus parce que n'importe qui, même de l'équipe technique, bah, tu sais, en fait, nous, on est coach, on devait tourner des vidéos conseils aussi, qui c'était des petites capsules qui s'inséraient dans les vidéos, dans les épisodes. Mais le moins de problème aussi, on vient de voir toi. Parce Ouais, que bien c'est sûr. toi aussi, en même temps, t'es producteur, t'es Bien réalisateur, sûr. enfin, tu vois. Enfin, pas réel, mais t'es producteur, t'es coach. Et du coup, en fait, on se couchait à 22, mais tu sais, t'as enchaîné. Ouais. Donc, par contre, humainement, ouais, c'était génial à faire, épuisé à la fin. Et ça a été d'ailleurs un mal pour aussi tout le business qu'on a à côté. Parce qu'on a perdu, on va dire, plus de 200 000 euros juste vraiment en coût net. Mais si on calcule, je Mmh. veux dire, sur l'année en renta, on perd 400 000 500 000 parce que bah, pendant un mois, plus après un mois et demi de montage, où t'es pareil, Ouais. t'es que des retours, Ouais. bah, tu travailles pas sur tes programmes, on faisait plus de vêtements, on n'a pas eu de nouvelles idées, on n'a pas bossé les vidéos YouTube, tout ça. Et en fait, bah, cette année-là, on fait un chiffre d'affaires qui est beaucoup moindre que d'habitude parce que justement, ça nous a mis un vrai trou. Par contre, voilà, humainement, encore une fois, c'était incroyable. On regrette pas parce que ça valait le coup de le vivre une fois. On refera pas non plus parce que voilà, ça coûte trop cher et que. Mais par contre, si on avait trouvé, comme toi, tu vois, des sponsors ou quoi, oui, je pense qu'on aurait pu refaire. Ouais. Tu mets en lumière ici aussi le principe du coût d'opportunité. Le fait de le faire, ça vous a pas coûté cher uniquement pour le produire, mais pour Mmh. tout ce que vous n'avez pas pu faire à côté. Ouais, Un concept que beaucoup de gens, malheureusement, ne prennent pas en compte. c'est Euh, sûr. Est-ce que sur la carrière, là, on s'était arrêté plus ou moins à 2018. Est-ce que sur la suite ou avant, il y a des choses que vous avez mis en place, que vous avez fait et qui, avec du recul, auraient pu être faites soit différemment, soit pas faites? Je parle pas de regrets prof- forcément, mais plus vraiment de leçons qu'on pourrait en tirer. En fait, enfin, c'est toujours facile après de se dire: Ouais. «Ah tiens, on n'aurait pas dû faire l'application avec les Allemands, on aurait dû Mmh. faire un emprunt». Mais bon, si on avait fait un emprunt que ça n'avait pas marché, on aurait peut-être 80 000 100 000 de crédit et ça nous aurait mis, sur la paille. Donc non, pas forcément de regrets. Non, franchement, on a kiffé, on a beaucoup voyagé, on faisait ce qu'on aimait. Après, c'est pas des erreurs pour moi, c'est tu Je veux dire, tu sais que c'est Ouais. impossible. Je connais personne et vous qui en connaissez beaucoup, il y a aucun entrepreneur qui te raconte son parcours et qui a vécu 0 échec, 0 Carrément. erreur. Enfin, c'est impossible, je veux dire, Mmh. donc puis même des fois, comme disait le truc avec la Zuma, c'est même marrant des fois un peu d'échouer, tu Ouais. vois? Je pense que c'est important d'aimer aussi le parcours, tu vois? Aimer Processus. entreprendre, Ouais. ouais, et kiffer le processus, tu vois? D'être persuadé que ça va marcher, accepter que des fois, bah, tu vas te rater. Mais voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Sur les réseaux sociaux, maintenant, les gens, ils veulent tout, tout de suite. Mais si tu leur avais dit, tu sais, regarde, ou même avec la crypto, par exemple. Les gens, si tu y crois, si la personne, tu pas besoin de la convaincre et qu'elle y croit, mais elle investit, ça baisse un peu, elle fait un mini bénéfice, tout de suite, elle le revend. Et à chaque fois, on lui dit: «Oh, regarde, si tu avais acheté il y a 5 ans, regarde combien tu aurais». Mais elle n'est pas capable de tenir Oui, 5 c'est ans. ça. Et au final, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que des petits trucs court terme qui leur font perdre du temps, de l'argent et tout. Tu vas dire: «Putain, à un moment donné, quand tu as 20 ans, tu seras très content à 25 ans». Mais le problème, c'est qu'il veut pas attendre 25, il veut 21. On veut toujours vraiment le plus vite possible, plus vite possible. Des fois, juste kiffe et puis accepte que tu peux juste faire des erreurs, mais voilà, vois un peu plus loin. Je veux dire, comme je disais, nous, il y a des choses, on aurait aimé que ça marche plus vite, gagner plus d'argent, faire plus de choses plus vite. Mais en même temps, si tu compares avec tout ce que tu as fait avant, tu es quand même bien plus loin. Mmh. Et dans 2 ans, 5 ans, tu seras encore plus loin, tu vois? Peut-être pas aussi loin que tu voulais. Moi, si tu me demandais, oui, je voulais le plus gros yacht du monde, je voulais être le plus riche du monde et je veux dire, je le serai jamais et j'allais dire: «Je touche du bois» parce que c'est pas non plus, mais non, mais je le serai jamais et je veux dire, je m'en fous et c'est pas enfin, tu vois, c'est plus dans l'idée. Tu as envie de progresser, machin, mais c'est pas une finalité. Je veux pas, sur mon lit de mort, me dire: «Ah putain, j'ai pas été le plus riche» ou «Ah, j'ai pas eu, 50 milliards». Je m'en fous, tu vois? Tu es plus content d'avoir vécu un peu toutes ces choses. Comme, tu vois, tu disais, tu as passé la Pâques, machin, tu sautes en parachute. Nous, on se disait, il y a une balance entre, bah, bien gagner sa vie, c'est important et tu ton travail, tu as envie de vendre plus de programmes, mais aussi kiffer les voyages, les Ouais. trucs, et comme on disait, tu vois, dans l'association avec Alex, je veux dire, demain, il me dit: «Ah, je vais faire de l'enduro, de la motocross». Je dis pas: «Ah non, putain, tu as vu, là, faut qu'on sorte ça, c'est pas possible». Tu sais, on gère nos emplois du temps et on sait tous les 2 que, voilà, on prend des moments où ça a toujours été le cas. Donc après avoir eu les enfants, bah, ces moments-là, ils se consacrent aussi un peu plus aux enfants, un peu moins au voyage, un peu moins Bien sûr. aux activités plaisir. Mais avant, on a toujours, fait beaucoup de choses, tu vois? On partait tous les ans 2 semaines en vacances, avec nos potes. On bossait quasi pas, tu vois, sur place. Mmh.
Ouais. Tu fais tes 2-3 mails, on va dire, tu fais les choses obligatoires, qui fait qu'un entrepreneur, il bosse tous les jours, mais tu bosses une demi-heure, C'est le 3 strict quarts d'heure, minimum, quoi. Ouais. voilà, sur ton ordi et fini, tu vois. Et on se mettait pas la pression, on se disait pas, ah tiens, ce mois d'août, on va moins gagner et tout. Tant pis, on a kiffé, on a passé 2 semaines dans une villa avec des potes, à faire la fête tous les jours, tu vois. Mm. Et au final, c'est ce que je me souviens plus que combien j'ai gagné en 2015, tu vois. Hmm. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, justement, on parlait de la création de contenu et tu parlais des vlogs. Au travers de vos vlogs, je trouve que vous arrivez à partager vraiment avec beaucoup d'authenticité également votre quotidien, et ce depuis des années maintenant. Comment on trouve cet équilibre pour pas peut-être tout révéler à sa communauté, ou est-ce que il n'y a pas forcément de filtre ou de réflexion autour de ça? Pas forcément de filtre. Après, le but, que ce soit nous ou nos enfants, tu les mets pas dans des positions délicates. Hmm. Tu vois, je trouve que c'est un peu revers des réseaux sociaux. Des fois, pour faire des vues, les gens vont se mettre à poil. Tu vois, c'est la tendance un peu machin de se mettre tout nu, de faire des trucs un peu ridicules, de prendre des risques vraiment démesurés, de filmer leurs enfants quand ils sont aux toilettes. Enfin, tu vois, Mm. je trouve qu'au nom des vues, ça craint. Enfin, je veux dire, tu perds toute dignité pour faire des vues. Les gens, ils font ça en ce moment? Je sais pas. Parce que moi, je suis Mais, pas trop sur les réseaux, mais ça paraît dingue quand même. Ouais, Ça j'avoue. fait longtemps, mais je dis Ouais. ça parce qu'il y en a un là qui, pour faire parler de lui, là, il arrive sur un plateau de radio tout nu. Ok. Ah ouais, ok. Tu vois, celui qui avait fait Dionysos pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Ok. Je sais plus, Ah, bien sûr, Philippe Catherine. Philippe T'as Catherine. raison, oui, il était à la radio complètement à Tu vois, poil. tout nu. Ouais, c'est vrai. Il fait du buzz. Pff, tu sais, Ouais, ouais. Je trouve ça d'un ridicule, mais alors, C'est particulier, ouais. Ouais. pour moi, tu touches le summum du ridicule. Ouais. Et en fait, c'est ça parce que oui, sur YouTube, il y en a qui ont fait. Mais tu sais, à l'époque, même ils se baladaient tout nus, Jérém Star, des trucs comme ça pour se faire C'est connaître. tu vrai, vois. c'est Ok. vrai, c'est vrai. Mais c'est comme tout. Je veux dire, tu veux être. Demain, tu veux percer. D'un coup, fais une interview, là, t'es tout nu comme ça. Tu montes tes fesses. La vidéo, elle fera 20 fois plus de vues. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu as envie de faire ça pour faire plus de vues? Enfin, pourquoi? Ouais, Enfin, bien tu vois. sûr. Est-ce que tu vas rentrer chez toi, tu es fier? Moi, j'ai fait il y a pas longtemps un réel où j'expliquais ça. Je trouve que c'est bien, les gars, de faire de l'argent. Mais c'est bien aussi de garder sa dignité, Ouais. voilà, de pas forcément Hmm. partir dans des trucs où tu sais que les valeurs, elles sont pas saines. Il y en a qui me répondaient, je m'en fous tant que tu fais de l'argent. Certes, tu auras fait de l'argent, mais je pense qu'au fond de toi, tu Ouais. perds en estime de toi-même. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important, tu vois. Ouais. Et du coup, ouais, pour en venir à ta question, par rapport aux vidéos et tout, je trouve que tu mets en avant, alors, comme partout sur les réseaux sociaux, tu ne montres pas que les galères, enfin, tu sais, tu vas pas, tu perds quelqu'un, tu as un décès, tu vas pas te filmer. Enfin, en tout cas, perso, non, il y en a qui le font aussi, mais pas me filmer, voilà, c'est horrible, enfin, tu vois, c'est trop personnel. Mais je trouve que c'est de partager quelque chose qui peut motiver les autres, ton quotidien. Donc, nous, comme on est en fitness muscu, c'est beaucoup les repas, le training, un petit peu la vie aussi avec nos enfants. Montrer qu'on a un lifestyle, que c'est pas toute notre vie, qu'on mange pas tous les jours des haricots verts et de la viande, mais qu'on se fait plaisir, qu'on va au resto, qu'on passe du temps avec nos enfants, parce que je pense que c'est aussi important, qu'on a aussi des activités à côté. On essaie un petit peu de parler aussi d'argent, voilà, d'investissement. Nous, en gros, c'est vraiment toujours les 3 piliers, un petit peu les relations, ta famille, tes amis, ta femme, tes enfants, la santé physique et aussi mentale. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, comme des activités externes, se faire plaisir, etc. Et l'argent. Le business, l'argent, mais qui est vraiment pour nous le dernier point, tu vois. Hmm. En parlant de business, assez récemment, il y a quelques années maintenant, vous avez lancé le Panthéon Business Club. Tu parlais de crypto également, on en parlait en off, vous l'avez lancé en NFT. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus sur ce qu'est le Panthéon Business Club? Pourquoi l'avoir lancé à ce moment-là et qui plus est en NFT? Alors, pourquoi NFT, c'était une erreur. Ça nous a beaucoup plus desservi que servi. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a associé, on est 6 fondateurs dessus. Donc avec Alex, nous, on était un peu la vitrine. Et eux, derrière, c'est plus des experts, notamment en crypto, voilà, investissement et tout. Et en fait, pourquoi NFT? Parce que c'était encore la mode des NFT, mais on était un peu sur la vague descendante, tu vois, sur la pente descendante. Ça veut rien dire, la vague descendante. Sur la pente descendante, mais on s'en rendait pas compte, tu vois. Quand on a commencé à préparer le projet, tu vois, donc c'était fin 2021. Et donc, on se pose la question, est-ce que tu fais un truc normal ou est-ce que tu fais un NFT? Un NFT, il y a une vraie utilité dans le sens où tu peux pas le pirater, tu peux pas le voler. Si c'est le tien, il pourra pas se connecter, tu peux pas partager tes infos, enfin, tu vois. Et surtout, voilà, si tu le mets sur un wallet, tu es quasi sûr de jamais le perdre, machin. Donc, c'est intéressant par rapport à tout ça. Et il y avait quand même la hype des NFT, donc on s'était dit, on va faire un NFT, mais c'est un NFT utile. Pour nous, le NFT, c'était juste un moyen de connexion à un club d'entrepreneurs. La fonction, c'est club d'entrepreneurs, voilà, principalement crypto, mais club d'entrepreneurs.
Et on se base là-dessus, sauf qu'on sort janvier 2022. Et là, vraiment, ça commence à décrire, notamment beaucoup de Français à Dubaï ont fait des scams, des arnaques au NFT, où en gros, eux, derrière, il n'y avait rien. Et le NFT, il ne te donnait pas spécialement accès à quelque chose. C'était des fois un jeu concours ou quoi. Mais les mecs ont pris des centaines de milliers d'euros, voire des millions, et le projet a un peu disparu, tu vois. Et donc, du coup, à partir de mars-avril 2022, pour les NFT, c'était décrié de ouf. Donc, nous, on est tombé vraiment au mauvais moment. Donc, dans ce sens-là, c'était une erreur. Après, il y a quand même beaucoup de gens aussi, nous, qui nous connaissaient, qui avaient compris que derrière, il y avait quelque chose. On avait fait des vidéos d'explication aussi, des sites, sur le site, voilà. Donc, ça a forcément moins vendu, je pense, que si on avait fait limite en normal, mail, mot de passe. Parce qu'en plus, tu as une barrière à l'entrée avec faut un wallet, faut connaître, Faut tu vois, comprendre le domaine. MetaMask, faut Ouais. comprendre le truc. Et j'ai pas reçu mon portefeuille. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas nous, on te l'envoie. Enfin, tu vois, Ouais. je veux dire, ça nous a pris du temps au final pour éduquer des personnes. Et forcément, certaines ne sont pas passées à l'action. Donc ça, on va dire, c'était une erreur par rapport à ça. Après, je trouve que c'est bien aussi, on a contribué un peu à cette technologie à très infime échelle, mais tu vois, de se dire, bah là, on a été les premiers aussi à l'adopter pour quelque chose. Et je pense vraiment, par contre, que les NFT, ça va devenir monnaie courante dans les années à venir parce que, typiquement, un billet d'avion, ce sera un NFT. Pourquoi? Parce que tu peux pas le falsifier, tu peux pas le pirater, c'est pas un QR code que tu peux modifier, tu iras, voilà. Louis Vuitton, toutes les grandes marques, LVMH et tout, ils bossaient là-dessus parce que tu vendras un sac LVMH, tu auras un QR code associé, tu auras un NFT associé. ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de faux. Demain, tu décides de revendre ton pantalon Dior, si tu n'as pas le NFT, je sais que c'est un faux ou que c'est un volé. Carrément. Donc, du coup, je veux dire, pour que des grandes sociétés comme ça s'y intéressent, c'est qu'elles ont un intérêt derrière. Donc, je pense que ça va devenir courant, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, il y a encore une trop grosse barrière. Donc, pour nous, c'était une erreur. Et après, voilà, c'est un club d'entrepreneurs. Donc là, il est fermé. En gros, il est complet. On ne voulait pas ouvrir maintenant à plus de membres. Et le but, c'est éduquer sur l'investissement. Donc, c'est vrai que principalement, là où c'est le plus fort et là où les gens ont fait les meilleurs coups, et surtout, on a un expert qui est très bon là-dedans, c'est en crypto. Après, on parle aussi immobilier, un peu de bourse. Bourse, c'est ce qui intéresse le moins, en tout cas, les membres. Donc, c'est vraiment une petite partie. Ouais. IMO un peu plus. Et, voilà. Et après, on fait des événements de temps en temps aussi pour se réunir, pour un peu échanger ce genre de choses. La bourse, c'est moins sexy, c'est long terme, donc ça intéresse toujours un peu moins les gens. Ouais. Mais ils oublient que la bourse, tu regardes un Warren Buffett, Je il pense a que- fait quasiment que cette stratégie toute sa vie. et Ouais, après enfin, c'est compliqué. Je suis pas sûr que tu puisses refaire un Warren Buffett sans. Alors, c'était un génie, je pense. Mais bon, il a eu aussi, je pense, des connaissances, des délits d'initié plus pas mal de fois que. C'est certain déjà que C'est de bizarre par que là, il ait sa vendu beaucoup période, d'Apple, ouais, tu vois. Et pourtant, je suis fan. Moi, j'ai lu un livre ou deux de lui. Enfin, je suis fan. J'aime beaucoup son travail. Mais moi, à la base, je suis beaucoup plus en bourse. Mais c'est vrai que la crypto aussi, quand tu vois des x5, x100, machin a pris 400%, que tu lui dis en bourse, si tu mets sur un ETF, tu prendras 10% par an. Ouais, tu sais, les gens ne s'intéressent pas trop à la bourse, quoi. ouais. Alors, je trouve que la bourse, c'est peut-être un peu plus aussi quand tu as un vrai fonds à investir, tu vois, que c'est quand même un peu plus sécuritaire que Ouais, bien partir sûr. sur de la crypto. Même si maintenant, la crypto, tu pars sur un Bitcoin ou machin, bon, et les variations sont plus faibles. Mais c'est sûr que nous, en 2022, les gens, ils parlaient tous aussi de la nouvelle crypto, machin qui va péter. On était post-bull run avec les gens qui avaient eu des sous pendant le Covid, ils avaient tous de l'argent à investir. Ouais. Tout a explosé, je veux dire. Et vous investissez également beaucoup dans différentes transversales ou comment tu gères entre la partie business, investissement? Moi, déjà, faut pas que j'ai trop de sous sur mon compte courant, ce que je vois, les chiffres, parce que sinon, je vais les cramer. Tu Tu vois, dépenses? je sais, ouais, j'ai beaucoup de mal. Mais pas dans des ça, enfin, à dire pas des trucs futiles, mais tu vois, si j'ai les sous, machin, tiens, je vais faire un voyage, Ok. tiens, on va faire ça, tiens, on se prend plus dans des souvenirs, dans des moments, plus que dans du matériel. En tout cas, j'essaye de me dire, c'est plus important les moments que le matériel. Donc, du coup, non, j'essaie de beaucoup investir. Et j'ai fait beaucoup d'immobilier avant. Là, plus trop. Donc, on en fait, si on va en refaire un peu avec Alex, mais ensemble, parce qu'on a une SCI aussi ensemble. Mais pour moi, là, en gros, j'ai un peu sécurisé ma partie retraite. Voilà. Enfin, si j'en refais, je ferais plus de l'achat-revente, un peu de bourse. Mais là, en ce moment, j'y crois pas trop. Et crypto en ce moment. Crypto, or. Si là, je devais réinvestir pas mal, et francs suisses, mais pas d'euros. Je ne veux rien garder en euros. De base, je suis quelqu'un de très optimiste, notamment sur les marchés boursiers, sur plein de choses.
Là, franchement, je pense que j'ai trop traîné sur X à lire des gens qui annoncent le déclin et tout. J'ai regardé trop de vidéos dans ce sens-là, mais putain, là, je suis très, très pessimiste sur l'avenir de l'économie française Ok. et l'euro d'une manière générale. Donc, je veux pas garder d'euros. Je veux rien sur. J'ai vidé les livrets A. Tu vois, je garde le Ok. minimum en fait. Et tu restes en France, du coup? Non. Non, tu... Non, en gros, là, il n'y a rien de sûr. Je te fais une exclue, mais. Non, il n'y a rien de sûr, mais normalement, avec ma copine, on part vivre à Malte. D'accord. Ok. Sauf que moi, j'ai les enfants, donc là, je suis obligé de m'arranger avec leur mère, en fait, pour faire des périodes un peu plus longues. Là, on faisait une semaine. On va faire 2 semaines, 3 semaines, voilà, chacun, pour qu'on puisse s'arranger jusqu'à septembre l'année prochaine, où là, je pourrais les prendre avec moi. Ils viendront à l'école là-bas à Malte. D'accord. Ok. Ouais. Ok. Déjà, je voulais qu'ils apprennent l'anglais, en fait, qu'ils soient dans une école anglaise. J'aime pas trop l'éducation comme moi. Faut pas trop me chauffer là-dessus, les gars, parce que je déteste actuellement le gouvernement. Enfin, pas je déteste le gouvernement, mais je déteste la direction que prend la France. L'éducation, je trouve, c'est de pire en pire. On n'éduque pas, on enseigne des choses. Les profs, ils n'ont pas les moyens. Tu vois, je reproche pas aux profs, mais voilà. Il n'y a pas d'éducation financière. Moi, j'aime bien un peu quand même le truc. Tu vois, là-bas, ils ont un uniforme. Ouais. C'est Hmm. voilà, c'est école privée. C'est voilà, Cadré, discipliné. voilà. J'ai envie qu'ils parlent aussi anglais. Donc, tu vois, je pense pas qu'on parte très longtemps. On va partir peut-être 2 ans, tu vois. Et si ça nous plaît pas, on rentrera même avant. Mais voilà, j'ai envie de voir aussi un petit peu autre chose. Bien sûr, le beau temps, bien sûr, il y a un côté aussi, la fiscalité est intéressante, mais ça reste mal, ça reste l'Union européenne. T'es pas à zéro comme à certains endroits ou quoi. Mais si tu gagnes bien, tu économises quand même un petit peu. Et ouais, surtout voir autre chose en fait. Je te dis, je pense que j'ai trop traîné. En fait, moi, je suis très très fier d'être français. J'adore ce pays. Je pense que sur le papier, on a peut-être un des plus beaux pays du monde avec tellement de Mm. variétés, je veux dire, de la montagne, la mer, un mix de cultures, et en même temps, on a une culture très forte historique et tout. Mais je trouve que là, je pense que j'ai un peu trop fait le tour et je suis un peu déçu, tu vois. Déçu, je vois que les Français s'intéressent pas spécialement à la politique. Ce qu'on leur propose, ils l'écoutent, enfin, tu vois, et j'ai envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Hmm. Ok. J'ai encore jamais vécu ailleurs. On a fait des fois des 3 mois avec Alex à l'étranger et tout, mais jamais vraiment eu une résidence ailleurs. Et là, je vois lui à l'île Maurice et tout. Je trouve que ça veut pas dire que c'est mieux. Attention, ça veut pas dire que l'île Maurice c'est mieux géré ou que la France, que Malte c'est mieux que la France ou quoi. Mais juste d'être ailleurs, déjà, tu te sens un peu moins impliqué. Là, j'ai l'impression que je m'implique. En fait, tu vois, le soir, je vais regarder, je me couche. Tu sais, en fait, l'impression d'avoir lu que des mauvaises nouvelles, tu vois, Hmm. et ça pèse, je trouve, pour rien. Ouais, complètement. Mm. Et justement, lorsque tu es suivi par beaucoup de personnes, on peut dire que tu as un peu la casquette aussi influenceur. Ton avis compte. Lorsque tu véhicules un message, tu peux avoir une certaine portée. Comment tu gères cette responsabilité, notamment sur sur des avis que tu as là par rapport au contexte global, que fondamentalement je comprends tout à fait et je partage en partie sur beaucoup de sujets, même si le but c'est pas forcément de prendre parti, mais il y a quand même cette responsabilité liée à une notoriété. Comment tu la gères? Moi, je dis ce que je pense sur les réseaux. Alors après, tu fais toujours un peu attention, tu vois, sur certains sujets, tu sais que ça peut en fait, j'essaye aussi de prendre la vision opposée. Par exemple, comme je disais sur X, moi, j'aime bien suivre. Il faut savoir, il y a tout sur X. Je trouve que c'est bien, c'est que tu as une liberté d'expression. Par contre, tu peux lire aussi beaucoup de fake news, de choses Hein. fausses. Et moi, j'essaie de suivre des personnes qui sont opposées et des fois opposées à moi et je lis son message et il m'énerve. Tu vois? Je me dis: «Mais Ok. tu sais, c'est un con ce qu'il dit». Mais je reste abonné parce qu'en fait, je veux quand même avoir une opinion complètement différente, tu vois? C'est trop facile, en fait, de suivre que des personnes qui pensent Ouais. comme toi. Tu vas rentrer, par exemple, dans une idée, voilà, l'État nous veut du mal et c'est ça, et tu vas lire que des trucs dans ce sens-là et en fait, tu n'arrives plus après à prendre de recul. Donc je me force un peu quand même à essayer le plus possible, même si forcément c'est biaisé, j'ai quand même mes opinions et tout, à garder une vision assez générale. Et du coup, après, moi, je dis ce que je pense. Tu vois, ce qu'on peut voir à la télé, je trouve que, tu vois, par exemple, qu'on perde de la liberté d'expression, qu'il y ait de la censure de plus en plus forte. Tout ce qui s'est passé par rapport au Covid, tu vois, avec les vaccins, ce genre de choses. Ouais, je le dis. Après, il y a des gens chez qui ça plaît pas, mais je me rends compte quand même que, en tout cas sur Instagram, Snapchat ou quoi, quand je partage un truc, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui me répondent en off. Ça fait plaisir que tu dises ce que tu penses. Il y en a beaucoup qui pensent comme toi, mais on n'ose pas le dire. La censure ou quoi. Donc, malheureusement, tu es obligé de faire attention à pas utiliser certains mots, tu vois, à pas aller trop loin. Tu peux pas trop critiquer certaines personnes ou quoi. Mais j'essaie quand même de dire ce que je pense. Et c'est pas.
Enfin, je veux dire, tu juges pas une personne, tu juges pas le président en tant qu'Emmanuel Macron, tu juges ses actes en tant que président. Ouais, bien Je sûr. le connais pas, peut-être que c'est une personne incroyable, comme peut-être que c'est un gros con, tu vois. On peut pas savoir. On voit, nous, une image comme les gens qui regardent Comme YouTube toi, ou... quand Ouais, on te regarde, on exactement. juge en fait PJ de Body Time, mais pas Exactement. la vraie Je sais personne, pas. quoi. Pour ça, moi, des fois, même quand on parle et tout, t'en penses quoi, lui? Alors, je te connais, même si on s'est rencontrés que de YouTube, je sais pas. Peut-être que tu es une super personne, peut-être que tu donnes beaucoup de ton argent, beaucoup de ton temps à des trucs humanitaires, comme peut-être que tu es un gros con et que tu fais galérer tes parents alors qu'ils ont tout. Tu vois, tu peux pas Ouais, bien savoir. Et sûr. c'est ça la vraie valeur d'une personne. C'est pas juste quand on s'est rencontrés, on a passé un bon moment. Oui, en même temps, si tu te rencontres 2 heures et que tu es Et un qu'on passe connard un pendant mauvais les 2 moment, heures, déjà. ouais, c'est que tu es vraiment un con, tu vois. Ouais. Donc, du coup, moi, je juge pas, tu juges les actes, tu vois. Et typiquement, bah, youtubeurs, j'en ai rencontré plein. Souvent, ceux qui paraissent les plus froids, on va dire les moins fun ou les moins agréables sur YouTube, j'ai bien déliré avec eux en dehors et je trouve que c'est des personnes intéressantes. Et des fois, ceux qui peuvent paraître des super personnes, tu vois, c'était le cas, il y a eu des polémiques avec des mecs de télé-réalité qui allaient dans des trucs humanitaires, ils se filmaient en train de... Ouais. Et en fait, après, il posait la caméra, il était assis, parlait mal aux gens et tout. Tu vois, c'est là où tu te dis, en fait, ce que tu montres, c'est une partie. Hmm. Tu peux pas juger une personne que là-dessus, tu vois. C'est trop facile de paraître quelqu'un de bien, et en vrai, tu vois, tu sais pas. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, moi, pour revenir, ouais, moi, j'essaie de dire ce que je pense. Des fois, ça plaît pas. Des fois aussi, des gens, après, me répondent en commentaire et font évoluer mon opinion, tu vois. Donc, c'est aussi intéressant. Je vais pas les bloquer parce qu'ils ont une opinion différente. Après, bon, quand ça insulte, oui, je bloque, tu vois, mais... Hmm. Ouais. Et justement, comment on gère le regard des autres et les commentaires parfois de haters, de haineux ou autres? Parce que c'est une grande question que la plupart des gens se posent lorsqu'il s'agit de créer du contenu, même dans le business, on le voit de plus en plus, le personal branding a beaucoup d'impact, soit sur LinkedIn, YouTube, C'est vrai. Insta. Tu vois, même moi, par exemple, je crée du contenu depuis 2017 parce que j'aime transmettre. Mais je vois vraiment la création de contenu comme étant un véhicule d'acquisition directe pour l'ensemble des entreprises, pas Ouais, parce que j'ai toujours voulu être youtubeur. ouais, ouais. Tu vois, et du coup, rapidement, j'ai mis en place des filtres, que ce soit pour les publicités ou pour le contenu organique, qui fait que je vois pas tous les commentaires négatifs et Ah j'en ouais, suis quand tu fais des pubs, complètement. en plus, tu bombardes, Ah toi, ouais, hein. Ah, ouais, ouais. Putain, je le voyais toutes les 2 heures. Oh, je me disais, oh, il va me lâcher, oh. Faut s'inscrire. ouais, c'est ça. Inscris-toi et je te laisse Après, tranquille. c'est bon. Mais du coup, effectivement, tu vois, pas de lecture de commentaires, comme ça, je suis hermétique à Ah tous ouais? ces éléments. Je Mm. vois pas depuis des années tous ces commentaires. On a des systèmes et des gens qui gèrent ça. Pareil sur l'organique, ou alors Ok. Ah, c'est je passe intéressant. juste pour le plaisir, justement, pour voir les avis de ceux qui nous écoutent, ceux qui nous lisent, naturellement. Mais puis aussi parce que mon métier, mon quotidien, c'est gérer les entreprises. Oui, C'est oui. pas, c'est pas Tu gérer délègues les tâches exactement. importantes. Tu es entrepreneur avant d'être un influenceur, tu n'es même pas Ouais, ouais. influenceur. C'est exactement ça, mais pour des gens qui peut-être n'ont pas la possibilité de déléguer ou de structurer ou de se détacher juste émotionnellement du regard des autres, comment on gère la critique? Parce que plus on est exposé, plus on va avoir des fois des bad buzz ou des critiques fortes. J'ai aucune idée si vous l'avez déjà vécu Oui, ou autre. forcément, bien sûr. Et comment on gère ça? Je pense que de toute façon, ça vient aussi un peu avec l'expérience. Tu n'as pas Ouais. trop le choix. Je pense que je peux donner les conseils que tu veux. Au début, ça va te toucher. Comme Ouais. on dit, tu lis 10 commentaires, il y en a 9 positifs, 1 négatif, tu vas te coucher, tu penses au négatif. Et tu as envie de l'embrouiller. Tu sais, pourquoi ils pensent ça de moi? C'est dur. Moi, au tout début, je m'étais embrouillé avec 1 ou 2 abonnés. Tu sais, ils avaient trouvé, j'habitais à Lyon 8. Je dis, mais viens, tu sais. L'autre, il trouve mon numéro, parce qu'à l'époque, en coaching, on mettait les numéros. ben oui. Il trouve, ouais, je veux venir, machin. Je lui dis, viens, appelle-moi, vas-y, je viens, je descends. Et bref, tu sais, ça s'insulte et tout. Après, ce mec-là, je tape son nom, je le trouve sur Facebook et je vois, c'est un gamin de 16 ans sur Facebook, un peu boulette et tout. Ouais. Et moi, je m'étais sorti une grosse merde. Je m'étais dit, t'es là, donc t'as passé 1 heure à t'insulter avec un mec. En fait, il a 16 ans, c'est un gamin qui est peut-être mal dans sa peau, t'as perdu du temps. Et c'est des trucs comme ça où, en fait, après, on a pris du recul, tu vois. Ça nous arrivait 1 fois ou 2. Et après, en vrai, ouais, tu prends du recul parce que quand c'est sur toi, ça te fait un peu rire. Tu vois, comme on disait, je trouve que tant que ce que tu fais, c'est en adéquation avec ta vision et tes valeurs, tu vois, j'ai jamais fait un truc sur YouTube que j'ai honte. Voilà, demain, mes enfants, ils tombent dessus, j'ai pas honte. Et comme je dis, on a fait des trucs un peu rigolos, un peu ridicules, mais j'aurais pas honte quand même, je l'assume et tout. Donc, je veux dire, on va te critiquer, tu vois, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, les critiques, ça va être sur ton physique. Tu sais, ouais, enfin, t'es une baltringue, si je te croise, je t'éclate, ouais, si tu veux. Tu fais de la muscu, mais en 1 contre 1 à la boxe, t'es plus fort, ouais. Mais au paddle aussi, sûrement, t'es plus fort. Mais tu vois, enfin, tu sais, ça n'a rien à voir. Tu me parles Ouais. c'est des sports différents, tu Deux vois. sports, rien à voir. Donc, tu sais, et plus on essaye des fois de répondre un peu de manière humoristique, mais sinon, sur nous, on s'est assez vite détaché. Par contre, quand ça touche
ta famille, ta copine, c'est beaucoup plus dur. Hmm. Parce que là, ou si par exemple, moi, je lis un commentaire méchant sur Alex, je pense que ça m'énerve plus que. Et inversement, tu vois. Ouais, ok. Dire, tu sais, il veut quoi, lui, je vais aller le monter en l'air, tu vois. Et parce que, en fait, c'est toujours un peu plus dur. Mais après, voilà, avec du recul, et puis il y en a quand même de moins en moins. Dire, la vérité, c'est que je pense que les gens, quand même, ont. Enfin, je veux dire, ceux qui nous suivent, nous, maintenant, ceux qui nous apprécient, on a de moins en moins de haters. Je pense que c'est un peu plus quand tu démarres aussi. Et voilà, et pour te donner une anecdote, quand on avait lancé Apollon, donc à l'époque, on l'avait lancé, c'était 300 € en 2014. Premier jour, réduction à 200 €. Et donc, tu sais, c'est beaucoup de travail, on lance et tout, machin. Et là, on est sur les réseaux avec Alex, on se fait descendre. Ouais, c'est des fous, les deux, machin, bande de merde. Mais vraiment, on se fait descendre. Moi, j'avais ma mère et ma soeur, elles répondaient, elles disaient, je vais aller les enculer, tu vois, c'est lol. Ils parlent trop mal. Et tout. Vraiment, on se faisait insulter. Ok. Et au bout d'une demi-heure, on regarde les chiffres et on voit ce qu'on a vendu. Pouah, on a lâché les commentaires, on a dit, vous pouvez tous nous insulter, je m'en bats les couilles. Ouais. Tu vois, vraiment, faites-vous plaisir. Et limite, on avait fait une story ou quoi, tu sais, ah, franchement, régalez-vous. Vous pouvez tous m'insulter, si vous saviez ce que j'ai rentré, je m'en fous, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, ouais, tu sais, c'est des trucs un peu comme ça, des moments où tu dis, de toute façon, tu pourras jamais plaire à tout le monde, tu sais que tu as 4%, c'est comme ça, c'est physique. Il y a des gens, ils te voient, ils t'aiment pas, c'est physique. Ils n'aiment pas ta manière de parler, ce que tu Ouais, bien dégages. Tu pourras jamais les convaincre, tu cherches pas à convaincre ces gens-là. Et je trouve que, chose qu'on a compris aussi, il vaut mieux être détesté par une partie et aimé par d'autres, que ce soit pour vendre, pour prendre des abonnés, que être neutre. Ouais. Donc, je veux dire, à vouloir plaire à tout le monde, comme on dit, tu plais à personne, tu as une image Ouais. neutre, tu es chiant, tu es lisse. Tu vois, dans un groupe d'amis, celui qui parle le moins, qui acquiesce tout le monde, tu n'as même pas envie de lui demander son avis, parce que tu dis, non, il va dire comme moi. Il n'y a aucun intérêt, tu vois. Tu préfères te prendre la tête avec un autre pote, Ouais. mais ça tisse des liens au final, parce qu'il y a de la confrontation, que lui qui est là, c'est une huître à côté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, non, et puis nous, on regarde encore beaucoup les commentaires, nos Insta perso, on les gère nous, moi je réponds. Comme je te dis, si c'est une insulte qui a pas d'intérêt du blog, je vais pas répondre. Si c'est des fois ça critique, ça me fait un peu rire, tu vois, je laisse même, tu sais, merci champion, tu vois? Hmm. Et en vrai, les gens, des fois même, ils changent d'avis aussi par la suite, tu vois? Ils voient qu'ils t'ont pas touché. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes, je sais pas, le mec, c'est un jeune, il a passé une mauvaise journée, il a appris des mauvaises choses et tout, il va regarder ta vidéo YouTube, il va mettre un commentaire haineux. Pas parce qu'il le pense réellement, mais parce qu'il décharge un peu de haine sur toi et toi, tu sers un peu de défouloir. Mais le lendemain, il a oublié. Hmm. Et donc, en fait, si toi, tu t'énerves contre lui, c'est un peu dommage que plutôt, limite, tu lui réponds, entre guillemets, un peu sympa et tout, bah, tu te rends compte que 2 fois sur 3, tu sais, en fait, il sent Change honteux. d'avis, Ça retourne le Ouais, il truc. sent honteux d'avoir fait ça. Moi, une fois, j'avais partagé, par contre, il avait mis, tu sais, t'es une grosse merde, je sais pas quoi et tout, tes enfants, méritent de brûler ou un truc comme ça. Tu vois, un truc sur mes Ouais, enfants. des trucs durs. J'avais fait une story, je lui ai dit, franchement, j'ai pas beaucoup la haine de personne, mais alors toi, je te souhaite le pire. Et en fait, les gens, ils avaient retrouvé, il y avait son nom YouTube. Tu sais, je ne l'avais pas tagué ou quoi sur Insta, machin, mais il y avait son nom YouTube. Ils avaient été le contacter sur YouTube. Il m'avait envoyé un message. Désolé, tu sais, j'avais passé une très mauvaise journée, je regrette ce que j'ai fait, etc. Ouais. J'avais dit, tu sais, j'avais juste répondu, écoute, tu sais, Ouais. contrôle-toi, c'est grave, Hmm. quoi. Ouais, Je veux carrément. dire, tu sais, là, tu souhaites la mort d'enfant en plus, tu sais. Hmm. Donc, je veux dire, non, après, voilà, faut accepter aussi, tu sais que, voilà, pas mal qui t'aiment pas. Comme je dis, si tu veux vendre, bah, de toute façon, tu es obligé d'avoir aussi des gens qui t'aiment pas. Et non, nous, franchement, maintenant, on le vit bien. Voilà. Quand ça touche les autres, c'est un peu différent. Moi, quand je me suis mis avec ma copine, ça fait 1 an, sachant que mon ex-femme était aussi influenceuse, elle est très connue sur les réseaux et tout. Je l'avais prévenu, je lui ai dit, attention, quand on va officialiser sur les réseaux, tu vas te faire défoncer au début. Parce que forcément, sa communauté, à mon ex-femme, je veux dire, même si nous, on dit que ça se passe bien, machin, ils vont tout de suite imaginer un conflit. Ils vont tout de suite. Et donc, c'est vrai que pendant 1 mois, elle s'est fait pas mal critiquer pour tout et n'importe quoi, tu vois. T'es moins belle, t'es plus ci, t'es moins ça, t'es plus ci. Puis après, t'as celle qui contredit, non, c'est pas vrai, elle est plus belle, elle est plus jeune. Donc, et elle, ça va, elle a eu la maturité, tu vois, de prendre du recul. Mais je dis, ça fait partie du jeu aussi. Tu veux t'exposer, il faut aussi accepter un revers de la médaille, tu vois, où tu sais que tu laisses la possibilité à tout le monde de s'exprimer sur ton sujet. Après, voilà. Hmm. Tu mets que des photos en robe, en tenue de soirée. Tu es un mec, tu mets que des photos torse nu. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont te dire, tu te la racontes, Ouais. t'es prétentieux, voilà. Tu joues le jeu aussi, tu vois. Tu le Ouais. sais. Tu parles d'argent tout de suite, voilà. Tu penses qu'à ça, t'es un égoïste, machin. Enfin, tu sais, Hmm. je trouve que, voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a une majorité silencieuse. On Bien évoquait sûr. tout à l'heure, avec l'exemple de la vente du Ah oui, programme. eux, ils ont rien commenté, hein. Ils Ah sont bah allés oui, acheter. ils ont Ah ouais, acheté, ils direct. ont mis la CB. Voilà, Et, les meilleurs. et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu évoques le fait que c'était un gros boulot, un gros travail. Vous le vendez 200 € au lieu de 300 €.
qui plus est, avec du recul, bon, c'était en 2014, donc effectivement, vous étiez peut-être les premiers à faire Ah non, ça. c'était très très cher pour l'époque. Voilà, exact. Et justement, qu'est-ce qui fait, selon toi, que dans les mentalités, en France en particulier, parce que tu vois, on en parlait aussi avec d'autres invités, la mentalité américaine, on faisait la différence et autres, ils vont pas avoir le même retour de la communauté lorsque tu vends un produit, tu vends quelque chose. Limite, tu vas te réjouir Ça, pour l'influenceur qui t'a donné de la valeur, qui a créé du contenu gratuitement pour toi pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, qui t'a fait un ah, c'est déclic, vrai. etc. C'est lié à quoi, selon toi, et pourquoi cette réaction de la part de certaines personnes? Est-ce que c'est de la frustration, de l'incompréhension, un sentiment de... Bah, sûrement le système, je pense, notre éducation d'une manière générale, le système, les mœurs. Parce que c'est pas que en France non plus. Mais c'est vrai que la mentalité anglo-saxonne est différente. C'est pas non plus chez tout le monde. Il y a aussi beaucoup de jalousie. Tu sais, on compare toujours les États-Unis. Voilà, c'est Mmh. vrai, ils sont un peu plus portés sur la réussite. Mais il y a aussi quand même aussi beaucoup de jalousie. Et par exemple, dans certains pays, je disais, ah tiens, c'est marrant ici, tu sais, ils sont vraiment pas médisants, ils sont pas méchants. Et Anne, elle me disait, attention, c'est de premier abord comme ça, t'inquiète pas que c'est tu vois, Ouais. que nous en France, c'est peut-être un peu plus frontal. Donc, je pense que voilà, on a juste une mentalité et je trouve qu'elle a évolué, notamment avec YouTube, les réseaux, l'ouverture, où tu vois un peu aussi ce qui se passe à l'étranger, les gens ont changé. Mais c'est vrai que l'argent, c'était très tabou il y a une dizaine d'années. Il fallait pas gagner trop d'argent, sinon tu étais un connard. Mm. Parce que je pense que les politiques, voilà, l'éducation a fait que tu sais, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est les méchants et tout. Et là, ça revient d'ailleurs un peu comme ça, parce que la France est en difficulté financière, donc on commence à retaper ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Mais si tu vends pour beaucoup, enfin, je veux dire, tu l'as pas volé aux Ouais, Français. non. Tu as fait un échange, tu as proposé quelque chose et eux, ils t'ont donné de l'argent. Je veux dire, enfin, c'est du commerce, mais tu leur as pas volé. Enfin, bon, bref. Et du coup, ouais, je trouve, et c'était un peu dommage. Et nous, assez vite, par exemple, même on parlait d'argent, nos salaires, nos trucs, voilà. Enfin, sans dire on était les plus riches, sans dire qu'on était les plus pauvres. Voilà, par rapport à ce qu'on gagnait, on l'a toujours dit, on va dire, assez ouvertement. Et putain, j'ai encore oublié ta question, du coup. Les mentalités. Mm. Pourquoi cette réaction? Et ouais, les mentalités, je pense, ouais, une partie un peu d'éducation. Et puis, encore une fois, comme tu le dis, c'est les 5-10% qui aboient que tu vois. Ouais. Mais il y a peut-être Même 90%. 1% parfois. Ouais, Mhm. peut-être même 1%. Mais il y a quand même, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont acheté sans rien dire et qui étaient très contents, tu vois. Ouais. Et c'est juste que c'est déjà un peu plus silencieux. Mais comme toi, si tu vois quelqu'un qui réussit, tu vas être content pour lui. Tu vas pas forcément aller mettre un commentaire. Bravo, je suis heureux, je suis content pour toi et tout. Mais tu vas le penser. Que par contre, celui qui est né va tout de suite aller mettre un commentaire. Donc ça va beaucoup plus ressortir, tu vois. Complètement. Donc non, je pense que malgré tout, la mentalité n'est pas mauvaise. Je pense qu'elle a évolué dans le bon sens au plus en France. Mais c'est vrai que l'argent était plus tabou que dans les pays anglo-saxons. Tu vois, moi, je suis les joueurs NBA, un mec comme Tony Parker, expliqué aux États-Unis, tout le monde sait combien il gagne. En France, c'était mal vu. Oh, il gagne 11 millions Ouais. par an, ce riche et tout. Bah ouais, mais en même temps, il y en a combien? Des Tony Parker, il n'y en avait qu'un, tu vois. Donc, Ouais, tu carrément. peux pas. Enfin bref, tu trouves, tu peux pas jalouser ou tu es content pour lui. Et puis, point final, ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Qu'on se rende compte, lorsque vous avez fait ce lancement, au bout de 2 heures, vous aviez généré combien de ventes? Je crois on était à peu près à 100, 120 ventes. Ok. Donc, je veux dire, pour nous, voilà, c'était énorme par rapport Donc à. 20-24 000 euros, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était un des premiers lancements Bah, sur YouTube. pour nous, en c'était notre direct. premier lancement. Ouais, ce qui est dingue. Ah, c'est Non, énorme. non, pour nous, je veux dire, 2014 en plus. Ouais. le premier mois en chiffre d'affaires, on doit faire 90 ou 100 000. Pour nous, ça y est, on s'était dit, on a tout Ouais. niqué, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Ce qui est une très belle somme, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu vas dire ça, les gens, enfin, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui ont Ça fait, reste de très belles il y en sommes. a qui ont fait beaucoup plus. Ouais. Mais surtout, c'était à l'époque, peut-être, le premier mois, on avait peut-être mis 15-20 000 d'ads, tu vois. Ah, vous aviez déjà lancé de la publicité. Ouais, eux, géraient la pub Facebook, ils étaient bons en plus. Ok. Pour l'époque, ils étaient bons. Pour ça que nous, c'était intéressant aussi avec eux. Ah oui, les Allemands, justement, Voilà, que tu évoquais tout exactement. à l'heure. Ouais. Mais du coup, voilà, par rapport au bénéf, le premier mois, non, on était affolés des résultats. Et après, par la suite, on mettait jusqu'à 30, 40, enfin, on mettait, mais via la boîte allemande, on mettait jusqu'à 30-40 000 d'ads Facebook sur les périodes phares, tu vois. Ouais. Bon, ça a duré, il n'y a eu que 3 périodes, parce qu'après, comme je dis, on a vite arrêté. Ouais. Mais on avait dû lancer, je crois, décembre. Janvier, on avait dû mettre 30 ou 35 000. Avril, pareil, on a mis beaucoup. Et après, à l'été, je crois que c'est en juin ou juillet qu'on a arrêté avec eux.
Mais non, on mettait beaucoup et tu vois, même un petit mois, on mettait au moins 15 000 dates. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont connus grâce à ces programmes. Ouais. Parce Sachant que qu'à l'époque, les CPA, les CPL n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, Ouais. avec 15K, tu te fais Non, voir. non, ouais. Et puis, mais encore une fois, c'est qu'on arrivait quand même à faire beaucoup de chiffres, tu vois, Ouais. tous les mois. On faisait entre 60 et 120 par mois, mais nous, on touchait vraiment très peu de ça. Et c'est pour ça qu'on en était venu à arrêter, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, on était contents parce que, ouais, voilà, tu fais 100, 120 ventes en même pas 2 heures et que tu te fais insulter. C'était dur quand tu vois que les insultes, on s'est dit, ça y est, on a ruiné notre carrière. Tu sais, Ouais. YouTube, on est mort. On est Ouais, mort. t'es cramé, quoi. Et là, on sort juste une vidéo et après, tu vois, bon, tu te dis, on avait fait 20, 25 000. Tu sais, tu te dis, ah, c'est bon. Ouais. Tu sais, on s'en fout. Ouais. On se dit, la soirée, on va finir à combien? Tu sais, après, toutes les secondes, tu regardes. C'est notre premier vrai coup, on va dire, où tu Ouais, as bien beaucoup sûr. d'argent d'un coup, quoi. Et 10 ans plus tard, vous vendez encore des programmes. Ouais. Vous avez pu accompagner combien de personnes au travers de ces programmes Je sais pas, mais Vous n'avez pas le chiffre? Ça bah, doit on être dit entre milliers de 40 et clients. 50 000, tu vois. Ah ouais. Et ouais, il y a des Colossal. programmes déjà qu'on a vendu plus de 10 000. Ouais, Donc, je veux dire, un seul programme. On va dire 40-50. Après, il y a beaucoup d'e-books aussi. Certes, voilà. c'est des petits montants, c'est des petits programmes, mais c'est quand même C'est de un réel l'impact. impact. Hein. Mais déjà, on a donc Apollon DS, les premiers, je crois qu'on était monté à 8 000 ou 9 000 membres, Ouais, c'est les deux beaucoup. cumulés. Donc après, on a arrêté. Après, on a fait Beauty Time et Wolf 1. Wolf, je sais plus, mais c'était pareil, on n'était pas loin des 10 000, je crois, au total. Parce qu'on l'a eu de 2017 à, on l'a arrêté l'année dernière. Après, on a refait Apollon et DS sur 3 mois, là, il y a 3 ans. Et pareil, on a plusieurs milliers. Et on a ressorti la Beauty et Wolf 2 en février cette année. Hmm. On est déjà pas loin de 1500, 2000, un truc comme ça. Donc, ça fait vite du monde. Tu vois. Plus Ouais. après, tous les e-books. Et après, on a aussi tous ceux qui sont abonnés, comme je disais, tous les mois, Alex et moi. Plus tous les e-books. Donc, c'est dur de donner un chiffre précis, mais ouais, on est entre 40 et 50, je pense. Mais ce qui est beau, ça démontre aussi la qualité du contenu, certes sur YouTube, mais aussi dans vos produits, parce que tu peux le faire 1 an, tu peux le faire 2 ans, 3 ans, mais tu peux pas le faire 10 ans. C'est Ça vrai, le ouais. fait mal. Et d'où la question. Mais ça, je trouve, c'est important parce qu'il y en a beaucoup, ils se lancent, mais c'est vrai que tu fais un bon coup. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, les arnaques au NFT, les trucs comme ça. Nous, tout le temps, si je préfère gagner moins, mais par contre sur du long terme, que là, tu fais un bon coup, on aurait pu, tu sais, faire un programme, un gros lancement, machin, t'exploses tout, mais après faire 0 suivi, mais tu te tires une balle dans le pied, quoi. Comme tu dis, 10 ans plus tard, c'est-à-dire que tu fais quoi? Tu fais un autre métier. Il y a des youtubeurs qui ont tenté, même dans le fitness, mais maintenant, ils n'ont plus de chaîne fitness, quoi. Et ils ont fait des programmes un peu, entre guillemets, arnaques, parce que le contenu n'était pas bon. La deuxième fois qu'ils sortent un produit, personne n'achète, bah, ils arrêtent, quoi. Si tu te dis, je peux plus revendre. Que nous, on a des clients qui ont fait 2, 3 programmes à nous, tu vois. Ouais. Des clients, je veux dire, qui te donnent. Qui recommandent, qui Ouais, témoignent. C'est pour ça que maintenant, tous les ans aussi, on refait des programmes. Ok. Des petites nouveautés, tu vois, des choses un peu. Et là, justement, c'est quoi les prochains enjeux? Parce que toi, tu vas potentiellement déménager à Malte, c'est ça? Ouais. C'est quoi les enjeux 2025 pour le business? Aussi bien pour toi que pour Alex? C'est quoi Bah vos là, objectifs? début 2025, on sortira les nouveaux programmes. Ok. On tourne là à Maurice fin du mois. Là, je pars à Maurice. Donc, on se tourne ça. Et 2025, bah déjà, moi, voilà, le fait de partir, ça va me prendre un peu de temps à organiser et tout. Après, l'avantage, c'est que nous, on bosse vraiment à distance. Et vraiment, maintenant, c'est focus programme. Ok. Notamment, là, ce qu'on disait, les abonnements là, sur tous les mensuels. On a développé l'app, calculateur de calories. Tu as un truc, tu choisis les aliments, ça te met même tes minéraux. Je veux l'optimiser parce que le fond est bon, mais voilà, il y a plein de choses à optimiser. Ok. Donc, voilà, ça va être focus vraiment là-dessus sur le niveau des programmes. Textile, après, vie perso, on verra. Ok. Je suis obligé de me poser une question, et c'est mon avant-dernière question. J'ai adoré cet échange, vraiment. Toi, quand tu vends des programmes dématérialisés, en plus, tu peux le vendre à 10 personnes comme 10 000 personnes. Ouais. Comment vous percevez l'arrivée de ChatGPT ou de toutes les IA, par exemple, avec Alex? Parce C'est que intéressant. moi, tu vois, je me suis posé cette question parce que je suis suivi aussi, je fais des prises de sang tous les 3 mois, je fais très attention pour être performant, je vois vraiment mon corps comme un véhicule Ouais, il faut. pour être performant dans le business avant de vouloir être performant que à la salle. Mais quand je challenge justement les résultats de mes analyses, des programmes ou nutritionnels, etc., des experts qui me suivent, avec ChatGPT, on arrive à aller chercher un niveau de précision qui est quasi similaire et des réponses qui le sont également. Et du coup, je me pose la question de la pérennité et de l'avantage concurrentiel, ou en tout cas comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte de rester bon avec l'avènement de Je pense, l'IA. tu vois, c'est intéressant comme question parce que déjà, quand il y a eu YouTube, comme je disais, YouTube, tu peux te faire un programme de sport.
ChatGPT, il a encore facilité les choses parce que vraiment, il te le fait lui. Après, il te fait un programme, mais malgré tout, tu vois, c'est pas un truc personnalisé. Donc, nous, on a cherché à personnaliser au maximum aussi les programmes où typiquement, tu vas choisir parmi 8 silhouettes, tu as une alimentation normale, végane, en jeûne intermittent. Tu vois, on essaie d'aller le plus possible vers de la personnalisation, même si c'est pas un coach en direct. Et surtout, maintenant, on fait un suivi WhatsApp. Donc, c'est-à-dire que l'objectif vraiment, c'est que les personnes se sentent accompagnées au max. Le mieux, c'est un coach en physique, un bon coach, on va dire quelqu'un de vraiment bon et de compétent là, et en physique. Mais après, je pense que le mieux, voilà, c'est nos programmes où c'est tout en vidéo, tu as le suivi WhatsApp, voilà. Et du coup, je pense que c'est ça la vraie différence. Après, Tu déportes la valeur ajoutée, quoi, ouais, finalement. mais c'est sûr que voilà, quelqu'un qui a pas de sous, il peut démarrer YouTube. Je pense que YouTube, c'est même mieux que ChatGPT. C'est-à-dire que tu te prends 2 soirs où tu te tapes 7 heures de vidéo en 2 fois, machin, tu arriveras à te construire ton programme et il sera très bien. Par contre, c'est vrai que si tu as une petite question, tu vas toujours pareil, tu vas perdre du temps, mais tu auras le même résultat, sauf que nous, on te le propose, c'est payant, mais tu gagnes du temps. Est-ce que tu apprends à poser du carrelage et tu le fais toi-même ou tu fais appel à un carreleur? Combien il te coûte? Combien de temps, une heure de ton temps de travail, elle vaut, tu vois? Donc nous, c'est pour ça, il y a beaucoup de choses qu'on délègue. Il y a des choses, après, tu le délègues pas parce que tu aimes le faire, mais c'est plus rentable, ça aurait été plus rentable de déléguer. Et voilà, et on essaye toujours, entre guillemets, d'optimiser un petit peu. Et là, si je peux finir là-dessus, on crée aussi un nouveau truc qui s'appelle Master Life, où justement aussi, on essaie de proposer une vision un peu plus large. C'est-à-dire, il y a la partie sportive. On a fait déjà des modules aussi beaucoup sur le côté psychologique. Tu vois, pour les hommes, booster sa testo, confiance en soi, quel mindset, etc. Comment gérer quand tu es père de famille, ton sommeil, ton stress. Bref, voilà, on a fait une vingtaine de modules comme ça. Et on va encore un peu plus loin dans Master Life où tu as ça, tu as la partie un peu comme je disais tout à l'heure, les 3 piliers, vraiment santé avec le physique, tu as accès à nos programmes, etc. La partie aussi relationnelle, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous posaient des questions là-dessus. Comment vous gérez votre amitié? Voilà. Soit l'ami déjà que tu aimerais avoir. Tu vois, les gens, bien sûr. c'est des enfoirés et ils disent, je comprends pas, j'ai pas d'amis sincères. Mais toi, t'es pas un ami sincère. Tu vois. Ouais. Donc, on échange beaucoup sur des choses comme ça. Moi, quand je me suis séparé, comment tu as surmonté ta rupture? Tu sais, mais le nombre de messages que j'ai reçus de mecs, je vis la même chose ou j'ai vécu la même chose, comment tu as fait pour faire ci? Donc, on parle vraiment de tout ça. Et l'argent aussi, le côté un peu plus business, mais côté mindset. Pas investissement, je ne vais pas te dire investis sur ça, mais vraiment plus comment avoir le mindset de quelqu'un, d'un entrepreneur, pourquoi c'est important d'avoir un side business, etc., etc. Et donc, on essaye aussi de diversifier un petit peu plus, mais de rester quand même dans nos domaines, parce qu'on a aussi investi sur d'autres choses par le passé qui étaient des erreurs dans une application de réseaux sociaux, elle n'est jamais sortie, même l'application, on a perdu les sous, tu vois. On avait créé avec une boîte, avec des mecs, une autre boîte, c'est une petite baie qui te change le goût acide en sucré. Ah, Tu vois. ok. On a appelé ça la Bérine, site internet, machin. Ça s'appelle la baie du miracle, la miraculine. C'est intéressant, mais c'est récréatif en vrai. Voilà. Donc, en fait, il y a 2-3 trucs comme ça où on s'était pour nous trop diversifié. Donc maintenant, ça reste toujours lié au sport, au mindset, parce que c'est ce que les gens sont demandeurs. Et après, voilà, investissement, immobilier, crypto, mais on perd plus de temps, on va dire, dans des Rester domaines. focus. Ouais. C'est la clé, hein. Ouais. Tous les entrepreneurs Ouais. qu'on reçoit, avec qui j'échange, que je vois ou qu'on accompagne, rester focus, concentré sur ce qu'on maîtrise réellement et C'est vrai. Hein. capitaliser sur nos zones de génie et notre edge sur le reste du marché. J'ai adoré cet échange, PJ, vraiment. Partagé. Axel également. D'ailleurs, si vous avez adoré cet échange autant que je n'ai eu à animer cet épisode, eh bien faites-le nous savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Également, si vous nous regardiez sur YouTube, un petit commentaire, partagez cette vidéo, likez-la, même si c'est pas ce qui compte, on l'a dit, mais ça fait toujours plaisir. Et commente. Moi, j'irai voir les commentaires si toi, tu regardes pas. Allez, c'est parti. Si ça taille, par contre, je réponds cash. Mais souvent, je regarde quand même. Souvent, je vais faire un petit tour le dimanche soir. Tu vois, Ah oui, c'est important. C'est important, Il c'est faut, très il important. Surtout sur YouTube. Ouais, Autant sur les réseaux un peu moins, Ouais. mais sur YouTube, j'adore. Mais j'irai répondre aux commentaires haineux. Avec plaisir, merci. Il leur dira, viens, on C'est se ça. retrouve. Tiens, voici mon adresse. J'ai fini ça, je suis trop vieux. PJ, est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a peut-être fait toute la différence, le premier qui te vient comme ça, qui a, je dirais, créé une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Ça peut être une citation, une simple phrase, une frustration, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Putain, c'est dur. Je vais te dire un truc parce que je l'ai entendu ce matin. Il y a une citation en italien. Ça dit, si tu veux changer le fruit, change d'abord les racines. Si tu veux changer l'extérieur, change d'abord l'intérieur. Et je trouve que peu importe ce que tu veux faire, d'abord le mindset. Tu veux te changer physiquement. Si tu n'as pas le bon mindset, et nous on l'a vu avec des clients, si derrière ils n'ont pas eu d'abord un vrai déclic,
si c'est juste pour une notion de vengeance, c'est juste parce que, mais si t'as pas eu un vrai déclic, que c'est pas une vraie volonté profonde, t'auras pas en fait la discipline de le faire jour après jour. Donc avant de vouloir faire un vrai changement, tu sais déjà, sois sur toi au fond. Et je trouve ça intéressant. Merci PJ. Plaisir.